souhaitons encore la bienvenue, mesdames et messieurs, sur les antennes Equinox Télévision avec 10-12. Le Zénith qui commence à l'instant et nous saluons l'Afrique qui nous regarde. Merci de garder le cap sur le Cameroun, mais surtout merci de comprendre le Cameroun à travers les réalités qui l'entourent aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe véritablement avec le 6 novembre 1982? Paul Biya accède à la magistrature suprême et 38 ans aujourd'hui. Quel bilan les Camerounais peuvent-ils faire de son parcours en tant que chef d'État du Cameroun, deuxième président de la République? Quel regard, quelle analyse, quelle appréciation les Camerounais font-ils de Paul Biya aujourd'hui? 38 ans de règne, 38 ans de renouveau, 38 ans de partage de pouvoir, enfin de pouvoir peut-être sans partage aussi, 38 ans de vie, oui, au-dessus de tous les Camerounais, mais surtout au sommet de l'État. Paul Biya est-il rentré véritablement dans les cœurs des Camerounais? Peuvent-ils le dire avec certitude que Paul Biya a été l'homme de la situation en toute situation pendant ces 38 ans? Quel jugement, vous Camerounais, faites-vous ou quel bilan faites-vous de 38 ans de règne de Paul Biya à la magistrature suprême? Vous êtes les bienvenus ce matin. Nous allons également le dire que les regards sont toujours rivés dans les zones anglophones où la crise ne cesse de sévir, où encore des arrestations et des rapts continuent de se faire ressentir de ce côté. Madame, monsieur, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec l'opération Bamenda Clean? Les populations de Bamenda sont-elles aujourd'hui fières de ce mouvement qui a été mis en place et initié par l'armée camerounaise? Comment expliquer qu'il y ait des remous, des tensions, des voix qui s'élèvent pour dire leur indignation à la suite de quelques exactions connues autour de ce projet Bamenda Clean? Est-ce que le gouverneur de la région du Nord-Ouest peut aussi rassurer les populations de ce que, avec Bamenda Clean, il n'y a pas de manquement, puisqu'il y en a qui se plaignent aujourd'hui, justement, que les maisons sont pillées, d'aucuns se plaignent en même temps que des choses sont faites dans leur domicile, dans l'opération Bamenda Clean, et pour eux, c'est pas normal. Et si nous rentrons dans une pacification actée par le gouvernement camerounais, mais surtout diligentée par les puissances occidentales, notamment la France aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les Camerounais tentent à leur façon de résoudre la crise anglophone en camerounais sans pour autant y impliquer la France, qui pour beaucoup aujourd'hui est un élément perturbateur dont il faudrait coûte que coûte évacuer et mettre de côté. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. La grande équipe est au complet ce matin et avec elle encore nous partagerons un excellent moment. Charles Hamel, Bombo, Karine Sontia, Dominique Audrey Yengelek, ensemble unis pour la même mission. Jusqu'à 12 h, nous allons vous servir. Charles Hamel Bachou, bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour aux élites du Sud Cameroun qui ont choisi ou qui avaient choisi d'impulser le développement. Sauf que c'est un développement incompris, sinon réalisé à moitié par ces mêmes élites. Prenons le cas de l'hôpital de référence de San Mélima. Au départ, il devait coûter 12 milliards de francs CFA. Finalement, comme on connaît les rallonges dans ce pays, on a dépensé 15 milliards pour réaliser l'hôpital de référence. Cet hôpital qui est constitué de 12 pavillons présidentiels, pourquoi faire? Un héliport, pourquoi faire? Des dizaines de résidences de fonction au sein de l'hôpital. Sauf que cet hôpital de référence, 5 ans après, est tombé en désuétude totale. Plateau technique vétuste, non utilisé, plusieurs équipements hors service, absence criarde des patients parce que ça coûte extrêmement cher. Pourquoi a-t-on conçu cela? Et ajoutons plutôt Eneo qui s'amuse à couper le courant de ce côté, parfois 1, 2, 3, voire 4 semaines. Les populations préfèrent se verser à Ebolova pour se soigner. Autre chose, c'est l'hôpital de Toukébé, ou le centre de réhabilitation des handicapés de Toukébé, où les patients ont décidé d'entrer en grève parce que là-bas, le groupe électrogène est en panne. Ils sont sans lumière depuis. Ils ne parviennent plus à mettre les prothèses et se soigner. Bravo Cameroun. Et nous rappelons bien sûr, Charles Hamel Bachou, que ces revendications aujourd'hui font suite à quelques réalités autour de ces hôpitaux. Mais surtout, rappelez que nous sommes le 6 novembre 2020, 38 ans de règne,
le bilan se sera fait certainement par chaque Camerounais ce matin. Et nous allons saluer encore la présence de Mbomborg Mbengan Kandji dans cette émission. Bonjour à vous Mbomborg, bienvenue. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Je ne faillirai point à mes engagements, c'était le 6 novembre 1982. La première sortie officielle du chef de l'État dans la presse date du 18 janvier 1983 dans une interview accordée à Cameroun Tribune numéro 2581. Le maître mot était l'intégrité, la moralité, tout ne sont pas des éléments nouveaux. Cela s'inscrit dans la ligne que nous allons adopter. 1984, il l'appelait avec raison les Camerounais n'est pas défilé. Oui, il y avait eu coup d'État le 6 avril cette année-là. Il terminait son allocution du 18 mai 1984 en ces termes. Pourquoi sommes-nous Camerounais? Qu'est-ce qui nous rend fiers de l'être? Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? 1990, les Lions indomptables font une entrée fulgurante, une prestation honoreuse à la Coupe du Monde Italie. Il fait une interview, la corde d'interview en ce mois de juin à Radio Monte Carlo à Yves Morosi. Il termine cette interview en disant « Je souhaite qu'on garde de moi l'homme qui a apporté la paix, la prospérité et la démocratie pour son pays. » 2003, lorsqu'il lance la campagne électorale pour l'élection présidentielle de 2004, il commence les grandes ambitions. Comme point d'orgue, point leitmotiv, les infrastructures routières. Oui, aujourd'hui nous sommes en droit, c'est aussi Eneo, c'est ça aussi les performances économiques du renouveau. Nous sommes donc en droit de poser la question de savoir où en est-on avec le Cameroun. La Sonel qui est devenue Eneo aujourd'hui après avoir changé d'acte de naissance. Bon, c'est ça aussi le bilan que nous ferons de ce renouveau. On fera bien évidemment ce bilan avec vous les Camerounais, vous qui êtes d'ailleurs sur l'ensemble du territoire national et qui nous regardez, vous qui nous regardez hors du Cameroun, vous êtes comme chaque matin des millions à nous regarder. Et on va aussi quand même se poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé hier à Kumba alors que le Premier ministre chef du gouvernement Chief Joseph Diangou Tessi est rendu pour les obsèques officielles rendues à ses enfants froidement tués le 24 octobre dernier. Ben, on a vu, beaucoup estiment qu'on a vu Diangou Tessi, effectivement, mais beaucoup de photographies de Paul Biya un peu de partout. À partout, on ne voyait que la photo du chef de l'État où on aurait bien souhaité que lui-même, en tant que premier citoyen camerounais, descende sur le terrain, rendre cet hommage à ces enfants tués malheureusement dans cette crise anglophone. Mais ce qui est encore formidable, c'est qu'il y a effectivement, on s'est rendu compte enfin que la première dame a envoyé des cadeaux à ses enfants, alors que nous demandions au moins à ce qu'elle puisse réagir pour dire son indignation. Des cadeaux seraient bien sûr envoyés à ses enfants venant de la première dame. Alors, c'est quoi le contenu de ces cadeaux? Qu'est-ce qu'elle a envoyé effectivement à ses enfants? Comment peut-on analyser justement ces cadeaux? Oui, justement. Aux enfants qui sont dans les hôpitaux. Mais il faut préciser. Voilà. À ces enfants, des cadeaux. Merci à vous. Karine Sontia, bonjour. Vous semblez déjà très surprise par ces cadeaux. Voilà. Oui, parce que je voulais savoir, un cadeau qu'on donne à quelqu'un qui est décédé. Bon, non, vous dites que pour ceux qui sont encore dans les hôpitaux. Pour ceux qui sont dans les hôpitaux, ils ont besoin maintenant d'une maison, d'un endroit où ils vont vivre s'ils ont peur de rentrer dans leur La mère du peuple a donné. Respective. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on a faim. On a faim, monsieur le ministre du Commerce. On a faim, monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'élevage, des pêches et de l'industrie animale et tout ce que vous voulez. On a faim. Un avriole d'œufs à 2700. C'est trop. Les coqs ont décidé de ne plus visiter les poules. Est-ce que ce qu'on mangeait là, c'était les poules qui faisaient? Les coqs qui faisaient? Nous, on a faim. On a faim. Pour avoir un œuf comme ça. Vous voulez qu'ils pondent des œufs? Non, mais pour avoir un œuf, 100 francs ou 150, on vit où? On va faire venir des poules françaises. Pour faire un mélange? Oui, comme les vaches françaises. Non, mais ça commence à faire too much. On n'a pas le pain, on n'a pas le lait, on n'a pas les œufs. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? La Révolution française s'est faite parce qu'il n'y avait pas de pain. Hein. Donc il faut qu'il fasse attention. Il faut qu'il fasse attention. Donc, vous dites justement 2700 francs la valeur d'œuf. 2700 francs la valeur d'œuf au Cameroun.
qu'est-ce qui se passe justement? Est-ce que le ministre du Commerce, oui, mais le ministre de l'Agriculture, vous l'avez d'ailleurs indexé, même le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, on a quand même l'IRAD. Et fait comment? Les recherches pour faire les accouplements. Il y a l'IRAD là, au moins qui est sous son coupole, non? Nous, on veut manger. S'ils veulent qu'ils fassent les recherches, s'ils veulent qu'ils ne fassent pas les recherches, nous, on a faim. Non, Paul Biya a dit le 10 février 2018 que la terre ne trompe pas. En pleine rentrée scolaire, les enfants n'auront plus de petit déjeuner. Avec la pandémie qui arrive, les parents ont même peur de faire les quoi coco, tout ce que vous voulez. Nous, on a faim, M. Mathieu. Ce que vous dites là, ça ne résout pas le problème des œufs. Il y a les célibataires, il y a les étudiants. Nous, on a faim. Ils vont manger le conchap. Ils vont préparer ça où? Dans la petite la poêle. En tout cas, Karine, on a compris justement votre appel ce matin. Luc Magloire Mbarga Tangana, bien sûr, a interpellé. Le ministre de l'Agriculture, lui aussi a interpellé. Le ministre des Pêches, de l'Industrie animale, a également interpellé. Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation a interpellé. L'AVE d'Ofcout, 2700 francs au Cameroun. Souvenons-nous encore de 2008. Les grèves de la faim, tout était parti de ça. Et c'était dangereux. Non, il y a comment vous appelez ça? Planning familial dans la volaille. Dans les bouleries de la volaille. Dans les poulaillers, il y a un planning familial là-bas. Merci, merci à vous. Dominique Audron-Yegelec. Bonjour à vous, Dominique, et bienvenue. Bonjour Michel, bonjour vous aussi, vous avez faim? Téléspectateurs. Peut-être pas faim d'eux, mais faim de justice, faim de vérité. Et je ne sais pas si c'est un anniversaire heureux ou malheureux, mais joyeux anniversaire aux Camerounais. Joyeux anniversaire à la République où les routes peuvent être empruntées et brandies comme des trophées dans d'autres pays. Heureux anniversaire à vous, Michel. Écoutez, heureux anniversaire à ceux du renouveau. Oui, nous sommes les enfants du renouveau en fait. Oui, c'est vous, ouais. Ouais. Vous et moi, parce que vous n'êtes pas épargnés. Sauf moi. Charles Bajou, c'est avant le renouveau. Bon, c'est très avant le renouveau. Hein, ils ont été témoins d'Aïdio, ils ont vu l'époque d'Aïdio. Maintenant, je suppose bien. Heureusement que Maurice Kamto n'a pas encore. C'est maintenant. À la période des chaussettes noires. mais maintenant que vous le dites. Non. Mais maintenant que vous le dites, vous vous rappelez de la chanson d'être au président de Valsero. Ça épouse bien le contexte. Je pense que cette chanson aujourd'hui pourrait être l'hymne à tous les jeunes qui sont nés pendant le renouveau. Prési, arrête ça, c'est ça ton travail. Parce que là, ça prête bien au contexte, on voulait savoir après tout ça. Bon, au moins si le président, pour ce 6 novembre, pouvait au moins se montrer aux Camerounais. Les yeux aux Camerounais, bon... Parce que c'est son anniversaire. C'est le gâteau d'anniversaire, partager un gâteau. Espérons que... On va actualiser les photos de l'année dernière. En faisant qu'on va changer la couleur. C'est même quoi cette histoire de photos partout, trop de photos, c'est comment? Des photos partout. Vous nous disiez justement ce matin à la radio que d'ailleurs... Le président était présent. Que le président était présent hier à Kumba. Et souriant. Très souriant. Et très souriant. Ah, à Kumba, il était là? Oui. Donc, ce n'était que des photos? Non, j'ai dit qu'il était là. Ayez la décence de dire aux téléspectateurs que les photos qu'on a vues, c'était des photos où était marqué le choix du peuple. Oui, les photos de la campagne. Voilà. Donc, il y a également eu un commentaire, il y a une légende sur les photos, le choix du peuple. Merci. Parce qu'on n'a pas pu actualiser. Je vous ai dit qu'on doit actualiser les photos. Voilà. En tout cas, madame, monsieur, merci à vous de vous installer confortablement. Le décor est planté effectivement avec la grande famille. Allons savoir ce que nous propose ce matin Dominique Audrey dans le cadre de l'histoire du jour. Une histoire encore ce matin, Dominique, il s'agit de quoi? Oui, il s'agit de l'histoire d'une jeune maman. Elle est âgée de 28 ans, elle est assistante de maison, si vous voulez, femme de ménage, et elle a une relation particulière avec une personne depuis 12 ans. En fait, il y a 12 ans, elle est tombée enceinte et elle a donné naissance à une fille. Et malheureusement, avec le père de l'enfant, ça n'a pas été ça. Et donc, monsieur est parti. Elle a cravaché, elle est tombée, elle s'est relevée. Mais aujourd'hui, elle est heureuse d'avoir cette fille âgée de 12 ans qui est au lycée en classe de 5e. Donc, elle dit qu'elle a toujours eu une relation particulière avec cette dernière où la parole, le dialogue et la liberté d'expression étaient au centre de tout. Et elle dit qu'en élevant sa fille, elle lui a toujours dit « Je suis ta meilleure amie. Peu importe
ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu as, n'aie pas peur et viens me voir. Donc, ce qui fait que récemment, alors qu'elle était en voyage dans la ville de Yaoundé, là-bas, sa fille l'appelle et lui dit « Maman, tu m'as toujours dit que si j'avais quelque chose à te dire, que je te dise sans peur. Et je n'ai pas envie de te cacher ça. En fait, je sors avec un garçon depuis quelque temps. Depuis quelque temps, il est âgé de 13 ans, il est en classe de 4e. 13 ans de plus qu'elle? Non, lui, elle a 12 ans. Le garçon a 13 ans. Ok. Donc, lui, il a 13 ans, il est en classe de 4e. La dame dit qu'elle elle ne s'est pas énervée. Elle a simplement posé des questions à sa fille, comment ça se passe, où est-ce que vous en êtes. Et elle dit que non, ça va, c'est tout. Jusqu'ici, il m'a juste fait un bisou sur le front et sur la joue. Et sa mère de lui dit, tu sais que Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas qu'un homme sans qui ne t'a épousé ne te touche. Elle dit que oui, maman, je sais et je le lui ai dit et il le respecte. Parfois, quand tu me vois avec 1000 francs, 500, c'est lui qui me donne. Comme la période du coronavirus, le garçon... C'est ça qu'elle dit à sa mère au téléphone. Oui. En tant que complice, donc, oui, elle raconte à sa mère. Donc, avant de revenir, sa mère avait déjà une vue panoramique sur la situation. Oui. Donc, elle explique que non, en fait, quand j'avais acheté mes boucles, si c'est lui qui m'avait donné ça, mais j'avais peur de te dire. Donc, pendant le corona, puisque les enfants n'allaient pas à l'école, le garçon faisait des jobs. Et maintenant, donc, pendant son séjour à Yaoundé, elle vivait avec une petite fille de son âge. Elle, la petite fille, elle a 11 ans. Et elle de confier à sa soeur, oui, que moi, je sors avec un garçon depuis 3 ans. Et oui. Ça dit que le garçon a 13 ans, la fille a 12 ans. Oui, ça, c'est le couple de Yaoundé. Mais ils ont... Ah, d'accord. Et maintenant, la cousine de celle qui a 12 ans... vient maintenant lui dire qu'elle sort avec un garçon depuis 13 ans. Oui, depuis 3 ans. Oui, qu'elle sort depuis... Elle a son show qui a... Elle par contre, qu'elle a l'âge de 11 ans. Depuis qu'elle a 9 ans, en fait. Depuis qu'elle a 9 ans. Parce qu'elle a 11 ans. La cousine de la dame de l'histoire, la nièce de la dame de l'histoire a 11 ans. Oui. Et elle, sa relation date de 3 ans, donc depuis qu'elle a 9 ans. Et oui, et le garçon... C'est pareil, en fait. Ce sont des enfants qui n'ont pas encore franchi. La fille de 11 ans a une expérience de 3 ans de plus que sa cousine qui a 12 ans. Qui a 12 ans. Voilà. Donc, maintenant, de retour ici, la jeunette raconte à sa mère que voilà la situation. Mais sauf que moi, j'ai eu le courage de te dire, parce que tu es ma meilleure amie, maman, mais Nanou n'a pas encore dit à sa mère. Et la mère de Nanou, lorsqu'elle voit Nanou avec l'argent à la maison, la cousine de Yaoundé, puisqu'elle fait le commerce à la maison, elle se dit que sa fille lui vole de l'argent. Pourtant, c'est le petit ami à elle qui le lui donne. Donc maintenant, la maman de l'histoire aimerait qu'on lui dise comment dire à sa soeur, amener sa soeur à comprendre que sa fille commence à jouer au cache-cache avec les garçons. Parce qu'elle, dans sa tête, sa fille est encore... Pourtant, sa fille a une certaine avance. Mais qu'elle, ici... Elle n'a pas tant que ça de problème avec sa fille puisqu'elle a la sensation d'avoir le contrôle effectif sur sa fille. Donc, comment donc amener ma soeur, lui dire à ma soeur, parce qu'elle dit qu'elle a dit à l'enfant de sa soeur que il faut, si tu as une situation, viens me dire. Je suis au courant, mais je ne vais pas dire à ta mère. Donc, comment, si tu as un problème, il faut m'appeler. Maintenant, donc, comment conseiller ces jeunes enfants? Peut-être voir dans quelle mesure elle peut au mieux encadrer les 2 enfants. Oui, et amener sa nièce à dire à sa maman. Mais au-delà justement de l'histoire de ce matin, il va falloir penser, on va dire, l'attitude de ces enfants qui précocement rentrent dans des vies amoureuses, précocement rentrent dans des vies sexuelles, précocement parfois manipulent de l'argent que leur donnent leurs parents et ils ne savent pas forcément quoi en faire. Mais maintenant, la responsabilité parentale vis-à-vis de ces enfants, comment les encadrer pour qu'il n'y ait pas de déviance par la suite avec le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est une question quand même qui interpelle la femme, la mère que vous êtes. Votre fille vous le dit. Vous, Dominique Audrey, vous engagez comment à recadrer non seulement votre fille premièrement, mais surtout cette petite de 11 ans qui peut à tout moment pourrir la vie de votre propre fille comme cousine. Parce qu'elle a 11 ans, c'est-à-dire qu'elle a 3 années d'avance sur sa soeur de 12 ans, et qui peut justement lui apporter un certain nombre de choses qui vont l'empoisonner. Qu'est-ce que vous lui dites? Sauf que la différence entre les 2 filles, c'est que celle de 12 ans
a conscience d'un certain nombre de choses parce que sa mère, précédemment, lui a montré ce que pouvait être la vie. C'est pour ça que, à peine elle a commencé, elle a une sorte de culpabilité de n'avoir pas dit à sa mère que je me suis engagée dans une histoire avec le tel garçon. Moi, je ferais certainement comme la mère de la fille et je rencontrerais le petit garçon en lui disant « Aujourd'hui, tu as dit que tu aimes Nanou. » Oui, Nanou. Mais, Choupimpim, il faut que vous alliez à l'école. Je suis d'accord avec vous si et seulement si vous avez de bonnes moyennes. Si et seulement si vous êtes obéissant à la maison. Si et seulement si. Avec les enfants, il faut avancer par la manipulation. Si vous devez les manipuler en leur donnant l'impression qu'ils contrôlent les choses. Du moins, ça a fonctionné chez moi. Vous leur donnez l'impression qu'ils maîtrisent les choses, qu'ils ont leur avis à donner. Parce que ici, si cette maman était le modèle de celle qui commence à crier, parce qu'il y a des mères, hein, lorsqu'elle vous voit même seulement au couloir, elle va vous déshabiller devant le garçon, elle va vous fouetter, elle va vous mettre le piment aux fesses et tout. Sauf que agir comme ça, l'enfant va continuer et le fera en cachette. Pourtant, celle-ci, lorsqu'il y aura une situation, lorsqu'il y aura un égard de comportement venant peut-être du garçon, elle aura la facilité de dire à sa mère, maman, voici ce que papi m'a dit aujourd'hui, tu en penses quoi? Voici ce que... C'est quoi, vous vous moquez? Attendez, qu'est-ce qu'il y a, Michel? Donc, l'autre enfant, l'autre maman gagnera. Moi, je pense qu'elle devrait dire à la mère de l'autre. Alors, moi, je suis très amusé quand je vous entends parler parce que moi, j'imagine ma fille de 11 ans. Oui. Enfin, me dit à moi, papa, j'ai engagé une relation. Maman, par exemple. Oui, bon, qu'elle le dise ça à ma femme. Oui. Et ma femme, forcément, me le dira. Oui. Ça, c'est sûr. Et vous allez taper? Non. Je réfléchis. Michel. Mais c'est que vous êtes dans une magnanimité, vous arrangez, allez à l'école, vous revenez. Michel. Ah, c'est Michel. C'est que vous ne connaissez pas Dominique. Michel. Dominique a dit que l'enfant casse la télé. Papa, j'ai cassé la télé. D'accord, ça va. Tu ne t'es pas blessé. Voilà, Tu ne t'es pas blessé. La prochaine fois, fais plus attention. Voilà. Attendez, vous Et quand continuez un enfant parce que... Papa, j'ai cassé ton téléphone portable. J'ai pas fait exprès. Je suis pas blessé, papa. Attendez. On n'a pas dit... Oyengele n'a pas dit que l'enfant porte la télé, il fracasse sur le sol. Les accidents, ça arrive. Vous voulez me dire que vous avez grandi comment? Parce que si ce sont les gaffes, vraiment, moi, j'en commets tous les jours. Donc, et si c'est rien que ça, c'est le conseil que vous donnerez justement à... Vous encadrez ces enfants comme ça. Ne brusquez pas les enfants. Parce Voilà. que, hein, c'est pour ça que je dis ici tous les jours que les parents doivent briser... Arrêtez de vous moquer de moi. Non, non. Les parents doivent briser le tabou. C'est Si vous grave. procédez comme vous faites là, votre fille à la maison sera comme ça. Mais Ce qu'elle va faire. Mais ce qu'elle va faire, c'est quoi? Lorsqu'elle dort dehors, elle met la tenue de sport sur la corde avant de sortir. Quand elle revient, elle se déshabille, elle met la tenue de sport. Papa, je suis allée courir le matin. Vous ferez quoi? Rien du tout. Alors que un enfant qui vous dit, papa, voilà, par exemple, je veux dire qui, voilà tel là-bas en haut qui me dit, vous pouvez contrôler. Donc, il ne faut pas brusquer les enfants. Aujourd'hui, les enfants sont précoces. Vous voyez ce qu'on nous montre à la télé? Donc, vous voyez ce qu'on nous montre dans les clips? Est-ce que ça veut dire justement, Dominique, à la suite de ce que vous avez dit, je vais peut-être rebondir avec Karine Santia, est-ce que ça veut dire désormais, Karine, que pour encadrer ces enfants aujourd'hui, il faut les supplier? Oui, parce que dans le sens, il faut les supplier, il faut les caresser, il faut leur montrer justement que non, ça va. Qu'est-ce qu'on fait pour encadrer ce type d'enfants précocement engagés dans une relation, si vous voulez, sexuelle? Parce que non, il n'y a pas encore de sexe. On ne sait jamais. Non. C'est vous qui le disiez tout à l'heure. On ne sait jamais ce que les enfants peuvent faire lorsqu'ils sont à deux. Ici. Et même si maman a dit des choses, on ne sait pas exactement ce qui peut se faire. Maintenant, c'est l'encadrement. Oui, la responsabilité donc parentale et même l'argent qu'on leur donne. Qu'est-ce que vous en dites, Karine Santia? Ce que j'en dis, c'est que je l'ai toujours pensé, l'éducation de l'enfant, c'est un mélange de bâton et de carotte. Ce qui fait que vous pouvez en même temps gronder ou frapper sur l'enfant, mais vous pouvez aussi le ramener à travers la parole. C'est ça que j'appelle la carotte. Concernant l'histoire de ce matin, je vois une mère qui est très complice avec sa fille. Et puis je vois de l'autre côté une fille qui est très très maligne, la cousine. Elle est très maligne, elle est encore plus émancipée que la deuxième. Sauf que il faudra que la maman réussisse à déstabiliser le psychique de sa fille.
pour la décourager dans cette relation. C'est-à-dire, il ne suffira pas qu'elle vienne lui dire « Maman, j'ai déjà un petit ami, il me donne ceci ». Il faudra qu'elle déstabilise psychiquement sa fille, psychologiquement sa fille, en lui disant que ce que tu fais là n'est même pas bien. À ton âge, tu ne devrais même pas faire des choses comme ça. Bon, comme elle utilise la Bible, elle commence avec la Bible. La Bible dit que, la Bible dit que, la Bible dit que. Si tu commences comme ça, et puis un jour, tu tombes enceinte, moi, il va dire quoi? Tu es capable de porter l'enfant pour aller à l'école. Il faut effrayer. Parce que la petite, elle est très mesurée dans ses actes, oui. Mais je pense que si elle n'a pas une réelle peur de ce dans quoi elle s'engage, elle ne pourra pas avancer. Et je peux vous assurer que elle n'a que 12 ans aujourd'hui. On ne sait pas ce que dans un an elle pourra faire. Ouais. Elle est très très vite émancipée. On ne sait pas ce que dans 2 ans elle pourra faire si elle est toujours avec ce garçon. Parce qu'elle va vous dire à un moment donné, maman il n'est même plus gentil avec moi. Et l'autre jour il m'a grondé, papa ils vont se séparer et elle va encore avoir un autre petit ami. C'est comme ça que ça va changer. La vérité dans cette histoire, c'est qu'on a 2 enfants et puis on a 2 femmes qui élèvent des enfants de manière différente, vraiment différente. On a l'autre qui a causé la distance avec sa fille et du coup elle n'arrive pas à savoir qui est son enfant. On a l'autre qui a créé des relations avec sa fille, sauf que sa fille peut aussi la manipuler, donc il faut qu'elle fasse attention. Sa fille peut aussi la manipuler en lui faisant croire des choses qui ne sont pas vraies, en disant que maman, on n'est pas encore allé très loin alors qu'ils sont déjà allés très très loin. Donc, on peut arriver à ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'elle déstabilise psychologiquement sa fille à travers des messages. Elle pourra même l'appeler un jour. Tu sais que j'étais élevée toute seule. Il n'y a pas eu d'homme pour m'aider à t'élever. Mais je n'aimerais pas que tu sois dans ma situation un jour. J'aimerais que tu grandisses, tu fasses tes études, tu trouves ton mari. Tu me dis que maman, j'ai trouvé mon mari. Et là, tu verras que tu seras plus complète. Tu comprends? Donc, je pense qu'elle peut commencer par là. Mais sa situation la carotte. Sa situation là, la carotte, il n'y a pas encore le fouet. J'attends la chute avec le fouet. J'ai dit le bâton et la carotte. Ah, d'accord, le bâton. Voilà. Elle peut utiliser ça, puisque généralement, avec sa fille, elle parle. Elle n'utilise pas le bâton. C'est maintenant, lorsque sa fille va commencer à avoir des égarements, c'est-à-dire qu'elle sort de l'école, elle rentre à 17h, voilà. elle sort de l'école, au lieu de rentrer directement à la maison, elle fait d'abord un crochet. C'est là où maintenant elle pourra sévir. Mais pour le moment-ci, il faut qu'elle dissuade sa fille. C'est vrai que certains parents utilisent la chicotte pour dissuader, mais lorsque l'enfant a eu le courage de vous expliquer quelque chose, si vous utilisez le bâton, il va maintenant foncer. Il va essayer jusqu'au bout. Vous avez fait une mention tout à l'heure que si maman peut prendre la Bible, elle commence à lui dire, bon, là, puisqu'elle lui dit déjà que la Bible dit que la Bible dit que les deux sont croyantes. Vous pensez combien de nos sessions dans l'église réveillée, je dis que ce sont les pasteurs? Ah non, c'est pas de ça qu'on parle. Non. Les pasteurs qui les poussent à faire des curetages. Est-ce que vous savez, c'est pas de ça que je parle. Elle n'a pas parlé du pasteur. Je vous dis que ces enfants, il y en a qui naissent dans des familles à qui on a parlé de la Bible très jeune et qui aujourd'hui, les regrets sont immenses. Poursuivons. Je suis en train de prendre un exemple. Il ne faut pas que vous déformiez mon exemple. Non, non. Je dis, elle a déjà commencé à utiliser la Bible. Elle peut continuer à utiliser la Bible. Mais d'autres parents n'auraient pas pris cette option. Je reste dans son option, je ne veux pas sortir de là. Ok, Charles Amem Bachou. Karine Sonja pense qu'il faut bien ménager la carotte et le bâton pour pouvoir redresser nos enfants. Mais surtout, quel danger que courent ces enfants aujourd'hui si la responsabilité parentale n'est pas un peu plus aiguë ici pour pouvoir bien les encadrer. Alors, monsieur Michel Ngachou, on a affaire à 2 mamans sorcières. 2 mamans sorcières? 2 mamans sorcières. Lesquelles? Les deux. Je parle des 2. Donc les 2 cousines? Comme vous appelez dans votre langage, monsieur Michel Ngachou. Bien sûr. Vous savez, la maman n'est pas la copine de sa fille. Une fille de surcroît qui a 10 ans. 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, elle n'est pas la copine. Arrêtez ces histoires d'une occidentalisation fabriquée. D'ailleurs, quelqu'un me disait hier qu'il y a plein d'associations de femmes qui m'attendent en Europe et aux États-Unis pour me porter plainte. J'arrive. On se demande pourquoi. Oui, vous connaissez. Dès que vous mettez pied, les plaintes vont suivre, Charles. Je vais témoigner. Donc, monsieur Michel Ngachou, voilà des femmes qui, dès le bas âge, Makoko, des expressions qu'on emploie vis-à-vis de l'enfant. On met des rastas à l'enfant qui vont jusqu'au genou. On met des comment vous appelez ça? Des superflus. On ne met pas ça aux enfants. On met des superflus. On met des doubles ongles là, monsieur Michel Ngachou.
On commence à enseigner à l'enfant comment mettre les rouges à lèvres, les techniques pour mettre les fonds de teint. Voilà l'univers dans lequel l'enfant grandit. Quand l'enfant, en prenant cela, il cherche à s'identifier à quelque chose. Il faut un identifiant. C'est à la télé, c'est les séries télévisées, c'est dans la rue. On commence à mettre les boxeurs aux enfants, on met les jeunes filles, on met des mini-jupes aux jeunes filles. Allez voir simplement lors des fêtes de fin d'année dans les établissements pour comprendre là où on est en train de tuer littéralement notre jeunesse. Un enfant qui grandit avec cela, M. Michel Ngachou, connaît que je contrôle ma mère. Je contrôle ma mère. L'enfant anticipe sa mère. Ces deux filles ont eu un problème. C'est pour ça qu'elle explique. Elles ont eu un problème, ces deux filles. C'est la raison pour laquelle la première prend l'avance pour dire à sa mère que est-ce que tu vois que l'autre là connaît déjà l'homme? Elles ont eu un sérieux souci entre elles, les copines. La première dévance pour trahir en disant que maman, comme tu vois, voilà, est-ce que tu sais que l'autre connaît déjà, l'autre a une avance. Premier point. Deuxième point, M. Michel Ngachou, je crois que dans chaque famille, ça c'est une forme très occidentalisée de l'éducation qu'on donne aux enfants. L'enfant de ma soeur, c'est mon enfant. L'enfant de mon frère, c'est mon enfant. C'est pas mon cousin, c'est pas ma nièce. Arrêtez ces expressions, c'est mon enfant. Je suis au courant d'une situation comme celle-là. Monsieur Michel Ngachou, je débarque, je me saisis de l'enfant et je le corrige. De la plus belle des manières, avec une instruction formelle. Je peux décider que l'enfant désormais va être chez moi. Ma soeur ne dira rien. La preuve, nous avons un principe familial. Dès que ton enfant traverse ma porte, tu oublies, tu ne m'appelles même plus. C'est moi qui gère mon enfant à la maison. Mon enfant arrive chez toi, je ne vais plus jamais t'appeler, c'est bien levé, il a mangé, il a déjà, ça ne me concerne plus, c'est ton enfant. C'est le principe chez nous. On ne se gêne pas pour dire que, ah, il est ceci. Même s'il a le palu, tu soignes. Ce n'est pas mon affaire. Tu me diras après que j'ai soigné, c'est comme ça que nous vivons, monsieur Michel Ngachou, dans notre famille, parce que ça, c'est le principe. Comment on va se retrouver avec une tante pour les occidentales qui apprend que sa fille a déjà démarré depuis l'âge de 9 ans. Mais monsieur Michel Ngachou, c'est grave. C'est grave que depuis 9 ans, une fille connaît le sexe, est passée à une licence. Non, elle ne sexe pas, je vous en prie. Non, monsieur Michel Ngachou, monsieur Michel Ngachou, jusqu'à ce qu'un gynécologue... C'est ce que vous dites aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'un gynécologue atteste de ce qu'elle est vierge, je dis qu'elle sexe. Voilà, merci beaucoup. Ok. Je dis qu'elle sexe. Désormais, nous ferons des attestations. Alors. Elle a une avance. Elle a une avance, une longueur d'avance. Je ne prends pas ce qu'elle dit parce que les enfants psychologiquement ont une avance sur nous, monsieur Michel Ngachou. Je parle de ce postulat. Alors, voilà un enfant qui se retrouve. Les enfants se sont gâtés. Ils sont littéralement gâtés. Même la fille qui parle à sa mère a une avance. Elle ne dit pas la vérité à sa mère. Alors, je pense que de 0 à 10 ans, l'enfant est un esclave. De 10 à 20 ans, l'enfant est un disciple. Ma mère, lorsqu'elle entrait à la cuisine, toutes mes sœurs étaient à la cuisine. La première qui restait dehors devait s'expliquer avec mon père. Elles ont fait ça jusqu'à l'âge de 20 ans. Première chose, la femme, c'est d'abord la cuisine. Tu ne connais pas préparer, tu ne vaux rien. Quand vous commencez à éduquer l'enfant, la femme c'est la cuisine, c'est la propreté de ses sous-vêtements, je vous assure, la fille, vous commencez à donner cette éducation à l'enfant. L'enfant n'a pas le temps. Vous avez des maisons où on n'occupe pas les enfants. Les jeunes filles là de soi, elles sont sous hasard. Occupez vos enfants écrasés sur la pierre. Arrêtez, prenez. Moi je demande à tous les hommes, arrêtez les molinex, cassez ça, vous jetez dehors. Jetez tout ça dehors, que les filles continuent à écraser sur la pierre. Calmez-vous. Aujourd'hui vous avez des filles à la maison. Vous demandez à votre fille de faire le piment. Monsieur Michel Ngachou, le béaba le piment. Elle prend le piment, elle écrase, elle épuise l'huile chaude, elle verse à l'intérieur. Ni le poivre blanc, ni le clou de girofle, ni le... Mais attendez, c'est des choses que nous on voyait faire de la fenêtre. Effectivement. Alors, vous vous calmez, je vous en prie. Donnons la parole à Mbon Bengan qui va forcément sanctionner cette réalité. Bon. C'est malsain ce que vous faites, monsieur. Et qu'est-ce que j'ai fait, Dominique? C'est malsain. Parce que vous laissez monsieur Ngachou travestir l'histoire parce que vous voulez qu'on dise qu'on tape les enfants. Non. Oui, monsieur. Je vais vous dire. Vous dites qu'aujourd'hui, on n'a pas la possibilité d'attester. Ça veut donc dire que toutes les histoires, désormais, on va demander des attestations. Non. Mais vous spéculez à des moments sur les histoires. Non, attends. L'enfant a dit quoi, sa maman? Que sa copine a un petit ami, que sa cousine a un petit ami. Et que ça date depuis 3 ans. Sexuellement actifs. Qui les surveille? Qui veille sur ces enfants-là?
Donc, Comment, puisque personne ne veille... Puisque ça ne se limite qu'entre les enfants, qui veille sur ces enfants? Effectivement, qui va les surveiller quand ils vont se retrouver à deux dans un endroit ou dans quatre murs? Qui est là pour veiller à ça? Et comment voulez-vous justement que nous parlons, nous ne pensons pas tout de suite que ces enfants forcément ont des rapports sexuels alors qu'ils sont encore à bas âge? Donc même pas un bénéfice du doute. Il n'y en aura pas. Vous pensez, je vais vous expliquer. Le genre d'enfant, si vous doutez d'eux ouvertement et visiblement, vous allez regretter. Et si vous doutez d'eux, les enfants qui sont ouverts comme ça, si vous doutez d'eux, vous allez regretter. Donnons la parole à Bonbon Bengal, qui nous donne son point de vue sur cette question. D'abord, il y a un principe de base dans l'éducation des enfants. La particularité ou les particularismes viennent après. Le principe de base pour l'éducation d'un enfant, garçon ou fille, il faut être rigoureux. Il faut être rigoureux. Charles Hamel a utilisé le mot jusqu'à 10 ans, vous êtes un esclave. Parce que nous empruntons là le terme occidentalisé. L'enfant et la perturbation, les écarts de comportement, de conduite, tout ce que vous voulez, commencent à 5-6 ans. Lorsque vous dites à votre enfant, fille comme garçon, s'il te plaît, donne-moi de l'eau, à dire, maman, je ne te donne pas l'eau, tu as refusé ma glace aujourd'hui, tu m'as pas envie de donner ma glace. Ouais. Et tu dis, oui, s'il te plaît, chérie, bébé, donne-moi de l'eau. C'est qui? Quand vous commencez comme ça, justement, vous perdez l'enfant. Il n'y a pas de complicité entre mère et fille jusqu'à un certain âge. La complicité commence lorsque la fille commence à avoir ses règles. Là, ça commence. Il dit, ma fille, maintenant tu es une fille. Sache que. Mais avant cela, soyez agrégé en agrégation, tout ce que vous voulez. C'est comme ça que ça se passe. Vous ne le faites pas, vous êtes à l'écart de l'éducation normale qu'on donne à une fille. J'ai eu cette situation il y a 5 ans. Il y a une voisine qui a son enfant en classe de 5e, justement, qui avait 11 ans et qui entretenait 3 relations sexuellement actives. Une fille de 11 ans, dans l'Indien d'ici à Douala. Elle a su comment la fille a commencé à avoir des douleurs bavantes. Quand l'amène à l'hôpital, c'est constat. D'abord, sa fille a que vous appelez les strings, là, vous permettez l'expression. La maman a mis la tête sur la tête. Je t'ai jamais acheté ça. Ça vient d'où? Voilà. Il se trouve que la fille classe de 5e, elle a son camarade de classe, elle a un aîné qui faisait 3e, et elle a quelqu'un au quartier qui travaille dans une entreprise qui leur donne de l'argent. Un pédophile. Voilà la situation. Et précisément pourquoi on en arrive là? Parce que les mamans ne veillent pas, ne sont pas assez rigoureuses. Maintenant, les particularités arrivent, Karine, à ce niveau où, lorsque vous les observez à la maison, il y en a qui ne mangent pas vite. Il y en a qui ne sont pas là où maintenant vous allez ajouter un ingrédient relativement à chaque attitude de l'enfant. Mais il faut être dur et ferme pour cet enfant. Pour le cas précis, je termine par là. Justement, la maman, donc la fille, a, j'allais dire, décliné ses écarts et doit appeler les deux. Doit appeler les deux et les blâmer. Les blâmer copieusement. Les blâmer copieusement. Comment même dire au père du garçon qui entretient sa relation, parce que le gars, on dit il fait le bambin, donc il peut même aller faire le tour et tout ça pour venir entretenir une copine. Il ne sait pas comment faire les économies. À 12 ans. Il ne sait pas que lorsqu'on gagne de l'argent, nous tous, on a fait le bambin, mais c'était pour donner l'argent à maman pour compléter les trucs de la maison. C'est cette partie-là. En tout cas, on en reparlera bien sûr à travers la lecture des messages des téléspectateurs. Madame, monsieur, merci à vous de rester des nôtres. Voici la colère de ce matin. Je m'interroge ce jour sur la question
du vol de fortes sommes d'argent dans les domiciles des barons de ce régime. Il aura fallu attendre l'opération Épervier pour apprendre que certains ministres gardaient des milliards dans des domiciles. Il aura fallu attendre la mise ou l'implémentation de la CONAC, de la NIF, pour découvrir que des domiciles étaient en fait des cachettes de milliers d'euros ou de dollars, des directeurs généraux, des secrétaires d'État, des ministres en pleine fonction. Comment comprendre que certains barons de ce régime conservent de fortes sommes d'argent dans leur domicile au vu et au su de tout le monde? Pourquoi gardent-ils tant d'argent dans leur domicile? De quoi ont-ils peur? La peur des enquêtes ou le manque de justificatifs? Ou se disent-ils qu'à tout moment ça peut péter, il faut être prêt à fuir les premiers? Mais pourquoi garder autant d'argent dans les domiciles? Certains gardent en euros, d'autres en dollars, d'autres en livres sterling, et j'en passe. Ils conservent de l'argent et on va dire tout se porte mieux. Enfants, domestiques, cuisiniers, cousins, neveux, beaux-frères s'en servent tellement c'est nombreux sans qu'ils ne s'en rendent compte. Les hauts responsables de l'administration publique ne gardent pas leur argent à la banque parce qu'ils craignent d'être rattrapés soit par l'opération Épervier ou plutôt dans le souci d'en avoir de manière permanente pour pouvoir filer en douce en cas où le régime tomberait, disent certains. Dans le monde de la finance, garder l'argent ce soir est qualifié d'économie de bas de laine, chose extrêmement dangereuse pour un pays qui souhaite atteindre l'émergence. Nous avons environ 70 ministres. 6 sur 70 ministres, chacun, comme il est de coutume de voler dans ce pays, conserve par devant lui 50 millions. Ça fera combien? Argent qui peut aider à ouvrir, à lancer plusieurs sociétés. Comment comprendre qu'il n'existe pas un juge fou qui pourrait pour une fois se saisir d'une affaire comme celle des multiples vols chez les ministres pour en faire cas d'école? Ces derniers temps, on parle de ces ministres, directeurs généraux de sociétés d'État et autres hauts responsables du pays qui sont victimes de vols d'importantes sommes d'argent dans leur domicile. Car récemment du ministre des Sports, Mouele Kombi, qui s'est fait voler des centaines de millions par son cuisinier. Quel est le rapport qu'il y a entre le cuisinier et la chambre du ministre? Comment comprendre qu'un ministre de cette République conserve par devant lui, et cela dans son domicile, à la somme de 150 millions? L'a-t-il déclaré? A-t-il payé l'impôt sur le revenu? Autant de questions qu'on est en droit de ligne de se poser avec des bons de carburant d'une valeur de 450 000 francs CFA. Mon Dieu, dans quel pays est-ce qu'on vit? Rappelons-nous que bien avant lui, notamment le 3 novembre 2017, le cuisinier, encore le cuisinier d'André Mamafouda, se faisait arrêter pour vol de 300 millions de francs CFA dans la résidence de ce dernier. Rappelons-nous encore que le mardi 14 mars 2017, le domicile du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Timi Evuna, avait été cambriolé et la somme de 100 millions de francs CFA avait été volée dans des sacs Mukuta. N'oublions pas le directeur général de la Caisse autonome d'amortissement qui ne savait pas où sont passés 12 millions de francs chez lui. Que dire de ce chauffeur qui a profité de la distraction de son patron pour emporter 350 millions judicieusement conservés dans la malle arrière du véhicule de monsieur le boss, de monsieur le ministre? Rappelons-nous encore de cet autre chauffeur qui avait traversé la frontière par l'Est Cameroun
avec plus de 200 millions de francs CFA qui devaient servir, dit-on, à une campagne. Jamais ils n'ont été interpellés, jamais ils n'ont été inquiétés, jamais ils n'ont été auditionnés. Tel a été le cas de René Owona, ancien ministre, ex-secrétaire général adjoint de la présidence de la République décédé, depuis lors qu'il gardait chez lui des mallettes bourrées de francs CFA et des devises étrangères de plusieurs pays, en dollars, euros, francs suisses, etc. Mon Dieu. Mon Dieu. Comment est-ce que quelqu'un peut bloquer des sommes faramineuses? Qu'est-ce que un pauvre fonctionnaire comme eux peuvent faire avec de telles sommes dans leur domicile? N'existe-t-il pas des banques susceptibles de conserver ces dites sommes? Est-ce qu'un fonctionnaire en fin de carrière peut-il avoir ne serait-ce que 50 millions comme épargne s'il a respecté ses engagements? Quel type d'affaires font donc ces ministres pour avoir autant d'argent à la maison? Un fonctionnaire de A2, ou si vous voulez un fonctionnaire au grade A2, a-t-il les possibilités à la retraite d'avoir, après avoir conçu maison, après avoir envoyé les enfants à l'école, par devers lui, la somme ne serait-ce que de 100 millions de francs CFA? Autant de questions qui nous interpellent ce matin, avec le pouvoir judiciaire qui dort, le pouvoir exécutif qui contemple, et le pouvoir législatif qui, lui, se serre dans la mangeoire. Bravo à ce pays, bravo à ces ministres qui cachent, bravo à ces enfants qui volent. Dans tous les cas, le cuisinier a reconnu, le cuisinier de Mouele-Combi a reconnu avoir volé, et il dit qu'il avait des aérés de salaire pour un minable salaire. Il avait des aérés, il s'est servi parce que tous les jours, il voyait des sacs Mukuta entrer avec beaucoup d'argent. Ses yeux sont sortis. La colère de Charles Hamel, Mbatchou ce matin, la colère exprimée, ben, ce n'est pas que des cas, bien sûr, isolés comme celui du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse, le professeur Narcisse Mouele-Combi, ou encore ces cas connus avec l'ancien ministre de la Santé, André Mafouda. Souvenez-vous, Charles Hamel Mbatchou, des nombreux cambriolages qu'on a eu au ministère des Finances à Yaoundé. Effectivement, où des personnes ont volé de l'argent. D'ailleurs, ils se sont évaporés dans la nature. Donc, quand on volait de l'argent chez des hauts commis de l'État, on les a retrouvés à l'aéroport de Yaoundé-Simalène avec des Nkuta. Un peu le Nkuta en fait. Oui. Voilà. Alors, comment expliquer aujourd'hui que les fonctionnaires, effectivement, puissent avoir des sommes aussi faramineuses dans leur domicile? Un ancien ministre avait été attrapé à l'aéroport de Douala avec 2 cantines en euros. Effectivement. Il se préparait à voyager. Ah. On l'a interpellé, dit que c'est son argent. Si vous n'êtes pas d'accord, appelez le président. Voilà. C'est des cas qui sont légion, madame, messieurs. Et nous sommes au Cameroun. Et il faut préciser que nous sommes aujourd'hui le 6 novembre 2020. Bonbon Bengan. Finalement, est-ce qu'on a affaire à une république de voleurs? Est-ce qu'on a affaire à une république où les hauts commis de l'État ne passent le temps qu'à se servir, que de servir, bien sûr, le pays, le peuple en lui-même? Oui, nous sommes dans une république de voleurs. Je vous réponds sans embâche. Oui, Charles Hamel a évoqué là les cas les plus patents. Nous, à une certaine époque, on avait parlé de ça. La presse avait fait état justement de ménagères qui avaient pris l'argent, de fortes sommes d'argent chez l'ex-ministre Tchanga Banda. Ouais. Bon, vous ne l'avez pas connu. Il y a plein. L'ancien DG du FECOM, dont on n'avait pas volé, mais lui, il se plaisait à distribuer l'argent, bon, que ce soit à domicile, partout, voilà, et tout. Un autre directeur de la chaîne nationale, bon, c'est connu. Mais sauf que ce qu'il faut retenir, je vous l'ai dit, c'est l'argent volé. L'argent volé ne se garde pas dans les banques. Pas, parce que l'argent volé ne se garde pas dans les banques. C'est-à-dire que le ministre qui a volé l'argent est incapable d'aller à la banque pour poser cet argent là-bas. Sachant qu'il va falloir justifier cet argent par la suite. Absolument. Merci beaucoup, Momo. Ah oui, ne se garde pas. Justement, c'est parce qu'il s'est installé le règne de l'impunité
que ce soit sous Ahidjo, ça existait. C'est-à-dire que nous avons un système qui crée, qui sécrète et qui entretient la corruption. Lorsque vous êtes dans un système comme ça, pendant des années 70 et 80, les lois de finances disaient par exemple, ou alors faisaient état de ce que chaque gestionnaire de crédit devait avoir 5 à 10% de l'argent alloué pour les investissements à la fin de cet exercice, si cet argent restait. Il y avait donc une formule malicieuse que laissaient gestionnaires de crédit, je parle des ministres et directeurs généraux et tous ceux qui sont chefs de service, là où il y a de l'argent, là où l'argent coule, faisaient donc qu'ils s'arrangeaient à ne pas faire des investissements pour qu'en fin d'exercice, ils retirent les 5, 6, 7 jusqu'à 10%, y compris la loi de finances quand le président Aye Biya prend le pouvoir, la loi de finances de 1989-82 faisait état de cela, donc de 82, de 83 également. Donc, vous pouviez voir... Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Oui, ça a changé. Cette disposition n'existe plus, mais les habitudes ont grandi. Les habitudes sont restées, les actes aussi. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup d'observateurs, et moi avec, lorsqu'on avait créé la NIF, l'Agence de l'investigation financière, vous allez lire dans ce livre où il est interdit aux journalistes de rendre public les comptes bancaires des gens. La NIF a l'obligation de remettre son rapport au président de la République. Donc il fallait... C'est pourquoi? Parce qu'il y a donc des pistes. On avait pensé que c'est pour que le chef de l'État ait un dossier, les casseroles de tout le monde, mais pourvu que vous ne lorgnez pas son siège. Donc, vous pouvez voler comme vous voulez. C'est également, mais ne regardez pas mon siège, c'est également pour cette raison que, malgré le fait que la loi, les dispositions du code statut des fonctionnaires, code spécial particulier des fonctionnaires, les interdit de faire les affaires. Oui. Le ministre de la fonction publique de 92, Sali Daïrou, avait dit qu'il n'est pas interdit aux fonctionnaires de faire des affaires, alors qu'il leur est interdit de faire des affaires. Est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui on laisse donc, on entretient la corruption comme ça, beaucoup de choses. On sait aujourd'hui au Cameroun quels sont les montants alloués aux fonctionnaires, chacun dans sa catégorie. Et on sait que les fonctionnaires, il y en a qui touchent le SMIC, il y en a qui sont dans les 36 000, il y en a qui sont dans les 44 000, il y en a qui sont dans les 80 000 francs mois, et il y en a qui sont dans les 120 000 francs mois, en réalité. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'avec le salaire des fonctionnaires camerounais, n'est-ce pas ce qui entretient même le vol de ceux-ci dans les entreprises de l'État? C'est-à-dire qu'on sait que vous êtes tellement mal payé qu'à un moment donné, d'ailleurs, on n'encourage pas le vol ou la corruption, mais à un moment donné, vous vous dites, mais je n'arrive pas à joindre les deux bouts, et quand j'ai le dossier sous la main, qu'est-ce que je fais? Je dois me battre à tout faire pour trouver. Est-ce que le gouvernement camerounais, ou l'État même, ou même le chef de l'État est là, n'est pas responsable du fait que les Camerounais soient tellement mal payés dans toutes les entreprises au Cameroun, au point où chacun pense à voler? Non. Ça a accentué, mais le vol est là. Je vous dis, nous sommes dans un système qui entretient le vol, la corruption, la prévarication et tout ce que vous voulez. Lorsque, je pense en 1997, qu'on est venu avec cette opération Antilope, qui a détecté plus de 11 000 faux fonctionnaires. On volait déjà. Or, on n'avait pas encore procédé à la coupe des salaires de fonctionnaires. Donc, c'est le système qui est comme ça. Charles Lamé, le système avait mis en place il y a 11 000 faux fonctionnaires. Ah oui, oui. 11 000, bon. 11 000 faux fonctionnaires en 1987 avec l'opération Épervier. Pardon, l'opération Antilope. Comment on appelait ça à l'époque où on avait informatisé le fichier solde de l'État. Il y avait déjà le vol. Et même le congrès de l'UNC de Bafoussam, ouvert le 12 février 1980, Ahidjo avait fait un discours de 4 heures 12 minutes, interrompu 70 fois par des applaudissements. C'est là où il a parlé de rigueur dans la démoralisation de comportement. Justement, il dénonçait le fait que le pillage, le vol continue et que c'est aggravé. Et ça s'est aggravé avec le renouveau seulement parce qu'il y a eu l'impunité. Sous lui, on punissait. C'est pour cette raison que le code pénal disait ceci, je ne sais pas si ça existe encore,
Si vous détournez 500 000 francs CFA, vous pouvez être condamné à vie. Voilà. Et on veillait. Donc, c'est pour ça qu'on les jugeait au cours criminel. C'est comme ça qu'on appelle cours criminel. Il y a une expression comme ça, où voilà, on vous enrôle là-bas, cours criminel. Et vous étiez considéré comme criminel. Donc, maintenant, l'unité des mesures de vol est devenue le milliard. Et je vous ai fait état ici de M. Anatole Bongo, qui était directeur des douanes, quand il a eu raison, parce qu'il y avait un manquant de 100 000 francs. Il l'a fait 2 jours en cellule. Et quand c'est avéré que c'est le ministère des Finances qui avait fait ces mauvais calculs, Aïdjo est venu, il lui a demandé pardon, il l'a studié et lui a donné quelques émoluments pour l'apprécier, ainsi de suite. Pour lui dire, donc, c'était comme ça. Merci Mohamed Bengan. Qui sont ces ministres qui font tomber la République? Qui sont ces ministres qui sont en train de piller la République? Qui sont ces hauts commis de l'État aujourd'hui qui ne veulent pas le bien de la République, au moment où le Cameroun aujourd'hui est reconnu comme étant le 2e pays le plus endetté en Afrique francophone? Finalement, l'argent qui va de la Banque mondiale ou encore du Fonds monétaire international et qui est restitué au Cameroun dans le cadre des investissements ou encore du développement est encore torpillé, pillé par ces mêmes hauts commis de l'État. À qui faites-vous du mal? On en reparle. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci à la grande communauté camerounaise basée aujourd'hui aux États-Unis qui nous regarde chaque soir. Je ne sais pas quelle heure est chez vous, mais pendant que nous y sommes, les 3 heures à l'instant, sensiblement 3 heures. Il y en a qui sont en ce moment où nous regardons en live. Et il y en a également qui nous ont dit, qui tentent tant bien que mal de garder le cap du moins de garder le cap avec le Cameroun, en regardant 10-12 et encore toutes les émissions d'Equinox Télévision. Nous vous disons merci, véritablement, merci. Et nous avons signé ce serment d'Hippocrate, c'est bien sûr de vous servir, en vous disant ce qui est vrai, sans être véritablement tronqué sur nos plateaux, mesdames et messieurs. Et c'est un talk show chaque matin qui nous permet de garder, bien sûr, on va dire, le bon côté de l'actualité, de l'information, avec, on le dit avec... beaucoup de sympathie, beaucoup de fierté, et voilà, sans être très mécanique. Voilà, on aurait pu être très mécanique, très sérieux. Mais les 10 heures chez vous, peut-être aussi 11 heures déjà pour certains. Allez, merci à vous, madame, monsieur, de nous retrouver. Il se trouve quand même qu'il y a des ministres aujourd'hui qui volent de l'argent et les gardent chez eux. Et on a qui a des ministres qui volent les bons de carburant et les gardent chez eux. Et on se demande bien, mais monsieur le ministre, lorsque vous volez en fait de l'argent de l'État, vous savez aujourd'hui que le Cameroun est l'un des pays les plus endettés en Afrique. On dirait même pas dans le monde. L'un des pays les plus endettés en Afrique. Lorsque vous, l'argent qui vient de la Banque mondiale, l'argent qui vient du Fonds monétaire international, l'argent qui vient de la Banque africaine de développement, l'argent qui vient, si vous voulez, des institutions monétaires et des ONG, on vous les reverse pour la bonne organisation, la bonne gestion du pays. Vous vous cisaillez des bonnes parties que vous gardez chez vous. Maintenant, la question est simple. À qui faites-vous du mal? Est-ce que vous faites du mal justement aux Camerounais ou vous faites du mal à vous-même? Parce que vos enfants sont des Camerounais et pas des Camerounais à part entière. C'est leur héritage. La réalité, c'est que l'argent de la route qu'on vous donne, en réalité, monsieur le ministre, si on vous donne la route, faites la route et faites-la dans de bonnes conditions pour que vous-même vous soyez fiers de ce que vous avez perçu comme argent et faites votre travail convenablement. C'est une obligation. Pourquoi pas? Il faut les éduquer aussi. Qu'ils soient fiers du travail qu'il a fait. Mais soyez fiers de prendre l'argent et faire un travail convenablement. Vous ne connaissez pas le goût que ça donne d'ouvrir son compte bancaire et de voir les milliards dedans. Il y a même d'abord un ministre camerounais. Votre compte, son coffre à la maison. Son coffre à la maison et de voir. Non, ils n'ont même plus les coffres parce que les coffres sont souvent limités. On ne Ils peut mettent dans les mallettes. On ne peut pas faire la banque Karim. Attendez, quand un gars vient ouvrir sa mallette, il trouve l'argent dedans. Vous savez qu'il fait comment? Il se sent bien. Souvenez-vous qu'il y a un ministre dans ce pays qui, à un moment donné, avait détourné l'argent qui était attribué à la visite du pape au Cameroun. Un ministre bien connu. Mais même l'argent de l'effort de guerre a été détourné. Et il détourne l'argent, il le met dans son compte. Quand on se rend compte qu'il a détourné l'argent dans son compte, interpellé, il dit simplement c'est l'argent public qu'il a mis dans un compte privé en tant que personnalité publique. Le français de ça. Waouh! Quelle gymnastique! Un autre ministre des Finances avait également confondu de compte comme ça. Il a confondu le compte en maintenant son compte. Il a mis l'argent de la TVA. Donc, ils se sont rendus compte que les comptes, c'est gênant parce que finalement,
la NIF ou encore on est très regardant sur les comptes, c'est désormais à la maison. Bon, s'il meurt maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Avec les bons de 4 millions et demi qu'on a à la maison là, les bons de carburant. Ok. Ils ont les enfants, non? C'est ça? On vole pour qui? Ils volent pour qui? Mais puisque le bon de carburant, il peut te le donner à la station-service, on ne va pas vous dire que ça vient d'où, puisqu'ils ont des livres. Non, c'est comme il a déjà les bons de 4 millions et demi à la maison, en réalité, c'est des bons qui ne devaient pas être chez lui. Oui. Ça doit être justement dans son bureau. Vous répondez à votre question, vous dites s'il meurt. S'il meurt, il y a les endroits, il y a sa veuve reste, les enfants. Il se peut prendre des bons de carburant, il l'utilise pour l'organisation des obsèques, aller au village et monter, descendre. Karine Sontia, vous en connaissez quand même qui ont volé et qui sont tombés dans les filets justement de la justice aujourd'hui. Les filets, la justice, c'est pas seulement parce que les juges, on le sait comment ça se passe. Hein. Non, mais après nous-mêmes, comme nous sommes des juges, non? Après, il faut établir. Peut-être c'est la justice que nous avons de parler à chaque fois qu'ils ont volé. Mais ceux qui sont en prison, vous savez ce qu'ils ont volé. En 1996, la résidence du chef de l'État en Vomeka avait été cambriolée. Par des individus non identifiés, et ces derniers avaient emporté une somme vraiment colossale, c'était des centaines de millions de francs. C'est qui? Le président de la République. Là, vous dites centaines de millions, donnez les chiffres. Elle dit ça doucement. C'était des centaines de millions, non? Les chiffres, c'était combien? Des centaines de millions. C'était des centaines de millions. Des millions. C'était des centaines de millions. millions. Le chiffre n'est pas exact. Oui, parce que même les personnes qui ont mené l'enquête n'ont pas réussi à compter, ils se sont arrêtés à 100. Ils ont dit des centaines. Des centaines de millions. Voilà, c'est ça qu'il fallait dire. Voilà. Il fallait dire que ça dépassait le milliard. Mais comme on a compté, on a vu que ça ne donnait pas. Il faut dire. Voilà. On ne connaît pas où ça commence. Vous parlez bien du domicile du chef de l'État en Vomeka. Oui. Très bien. En 2008, le domicile de Laurent Kodo, le directeur général des impôts de cette époque, a été cambriolé et 150 millions de francs CFA ont été retirés de son domicile par des malfrats. Maintenant, il y a aussi en 2010, des malfrats ont emporté 300 millions de francs CFA du domicile de Timi Mvuna. Il y a le 17 avril 2015, au domicile d'André Mamafouda, les bandits ont cambriolé et ont enlevé 300 millions de francs CFA. Et là, c'était l'argent d'une association qui avait contribué pour l'effort de guerre contre Boko Haram. Allez, merci à vous. Merci madame et messieurs de nous rester présents sur les antennes d'Equinox Télévision. Et nous poursuivons avec vous 10-12, le Zénith. Nous saluons d'ailleurs aujourd'hui, vous le savez, le Cameroun profond qui reste très présent sur ce qui se passe en ce moment au Cameroun. Et on va d'ailleurs vous dire merci à vous, merci à tous. Est-ce que vous savez quand même que le corona est en train de revenir? Vous le savez au moins, non? Non, oui, mais on a le Fibangras. Est-ce que le corona était parti? Il était parti où? Non, on nous fait savoir que le corona est en train de revenir. Donc, comme le Covid. Covid. Vous ne comptez pas voyager pour ramener ça ici. Et maintenant, il faut qu'on contrôle les personnes qui sont allées assister aux élections aux États-Unis là-bas. Il faudrait qu'on les mette en quarantaine d'abord. Ah bon? Les observateurs de l'ECAMI doivent rester en quarantaine quand ils vont retourner. Vous les avez oubliés? Ah ben non. Ah ben non, on ne les a pas oubliés. Mais vous savez, c'est vendredi, tout est permis. Michel, j'ai quand même une petite virgule. Ouais. Vous voyez qu'elle est comment inspirée Donald Trump. Avec quoi? Ouais. Il a déclaré avoir gagné les élections quand les résultats n'étaient pas encore officiels. Ouais. C'est les comme qui disent quoi? Dites qui a inspiré. Oui, mais écoutez quand même, aujourd'hui, on va simplement le dire. Hein. Merci justement pour cette petite précision. Allez, madame, monsieur, vous savez également, l'un des sujets qui fait parler le Cameroun depuis le 24 octobre dernier, c'est cette tuerie des enfants à Kumba. On le sait, hier, on a pu voir le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diongouté, descendre sur le terrain et aller lui aussi assister à ces obsèques-là pour ces enfants qui ont été froidement abattus. Peut-être n'a pas parlé, mais on l'a vu arriver. Et dans un cortège, pas un petit cortège comme on dit souvent, ça a été très important, mais surtout on a vu un ministre qui semblait très touché justement par la situation. Oui, vous les également. Et vous avez vu ça comment? Ben, on a regardé les images. On a regardé les images. Le touchomètre. Bon, écoutez. Alors, est-ce qu'on va quand même dire aujourd'hui que la descente du ministre sur le terrain a pu résoudre, a pu calmer les cœurs? Non. Dominique Audrey. Je ne pense pas.
du moins, on ne peut pas avec exactitude se prononcer sur ce sujet, si et seulement si on ne voit pas que de l'autre côté, ou bien qu'on n'entende plus les bruits de balles. Ouais. Pour qu'on dise qu'il y a apaisement, eh ben, il va falloir que les enfants aillent à l'école sans qu'il n'y ait plus aucun problème. Et que chacun va qu'à ses occupations sans risque de se prendre une balle. C'est à ce moment-là qu'on dira qu'il y a accalmie. Mais avant ça, je ne pense pas. La preuve, on a tous lu sur les réseaux sociaux que son convoi aurait été attaqué. Donc c'est la preuve que, contrairement à ce qu'on nous a dit, qu'on va retourner construire parce que tout va bien, même si on n'a pas pu enterrer, c'est sa belle-mère ou sa mère? Oui. Nous vous parlez de... Sa belle-mère. Oui. La belle-mère du Premier ministre? Non, de Paul Tasson. De Paul Tasson, qui est enterré plutôt à voilà. Tchang. Très bien, oui. Voilà, donc si on ne peut pas retourner faire toutes ces choses-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de calme. Alors, la descente du Premier ministre, chef du gouvernement, bon, Bengan, est-ce qu'on peut dire ici quand même que cette descente peut calmer les mamans, les femmes qui sont venues au moins le regarder dans l'espoir de l'entendre? Est-ce qu'il a parlé finalement? Je ne pense pas. Non. Non. Vous savez, ça ne peut pas calmer. C'est-à-dire, rien ne remplace la vie. Non. Puisque ces mamans, parce que vous parlez singulièrement de ces mamans qui ont perdu des enfants celles dont les enfants sont encore à l'hôpital, non, ça ne peut pas. Puisqu'on s'est dit, Garbou c'était hier, l'autre c'était, bon, maintenant c'est notre tour. À qui le prochain tour? Est-ce qu'ils reviendront? Bon, vous voyez, quand vous êtes dans ce genre de dilemme, vous dites, voilà, vous enterrez Xopati, vous vous dites, à qui le tour? À qui le tour? Est-ce que ce sera moi-même? Est-ce que c'est l'autre qui est resté? Donc ça ne peut pas calmer. Ça ne peut pas calmer. Pas du tout. Karine Santia, vous aussi, vous estimez que le Premier ministre chef du gouvernement, sa présence a eu un impact ou pas? Mais si sa présence devait avoir un impact, ça allait depuis 2019, le grand dialogue national. Vous savez qu'il était allé là-bas en mai 2019 pour prendre le pouls de la situation et revenir avec les propositions ou encore les réclamations des sécessionnistes ou encore des combattants dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais vous voyez très bien que juste pendant qu'on faisait le grand dialogue national, il y a eu Florence Ayafor qui a été vachement assassinée. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas de ça qu'il est question. On pourra faire toutes les descentes ministérielles qu'on veut là-bas, mais tant qu'on n'aura pas vraiment compris de quoi est-ce qu'il s'agit, on ne pourra pas mieux attaquer ce problème. Et comme je le dis, et comme nous ne cessons de le dire, c'est le dialogue qui sera important. Et vous voyez que la présence du Premier ministre, c'est juste une présence politique, c'est-à-dire que je représente le chef de l'État là où il ne se trouve pas physiquement. Moi, j'y suis. Et c'est tout. Après, il n'y a pas grande interprétation à faire de cela, sauf que ce n'est pas lui qui attire la foule. La foule est là parce que le cas est difficile, le cas est grave, le cas est choquant. Et c'est pour ça que vous voyez que les gens sont là. C'est pas parce que le président... On a quand même vu hier la levée de corps de ses enfants, même si une voiture pendant cette levée de corps a dû prendre feu. Bon, on peut comprendre qu'il pouvait avoir des pannes techniques sur ces véhicules. Oui, peut-être c'était un message, peut-être c'était un signal fort. Vous arrêtez d'être bantou, vous devenez maintenant occidental. Je dis peut-être, je dis même peut-être en réalité, mais ça peut être une panne technique en réalité. Vous savez, si les voitures n'ont pas pris, s'il n'y a pas eu de visite technique, c'est évident qu'on pouvait en arriver là. Et Charles Hamel, il faut calmer les cœurs. Mais surtout, il faut sortir de la guerre. En 2 minutes. Rassurez-nous. Monsieur Michel Ngatou. Diambouté peut-il être l'homme de la situation? Monsieur Michel Ngatou, chez les Bantous, lorsqu'on attrape quelqu'un qui a volé, si c'est un sac de ciment qu'il a volé, on le prend, on le garde dans la prison de la chefferie en attendant le jour du marché. Le jour du marché, on lui demande de porter son sac, le sac de ciment qu'il a volé, il met sur la tête et il fait le tour du marché. Pendant ce temps, on le fouette bien, on fouette en chantant, on le fouette. Il fait le tour, chacun a le temps de demander que mais je le connais, c'est le frère de tel, son père c'est tel, c'est X. Au sorti de là, il est obligé seul de fuir le village parce que le moindre vol, ce sera lui. Le moindre problème, on connaîtra que sa famille, c'est lui le voleur, il sera appelé à avoir des changements. Je le disais sur ce plateau, monsieur Michel, que quand on est face à une situation comme celle-là, je crois qu'une crise comme celle-là, une action ou une tragédie comme celle qu'on a vécue, on devrait se retrouver à avoir des résolutions fortes qui devraient être prises
Pourquoi, par exemple, on n'a pas invité un Mancho BBC, par exemple, à ses obsèques? Pourquoi n'a-t-on pas sorti de la prison quelqu'un représente, qu'il soit là et qu'on lui dise, regarde alors le travail. Regardez alors votre travail. Si tel était le cas, M. Michel Gadjou. Et qu'on sortit de là, qu'il prononce un discours dans le sens de l'apaisement, M. Michel. Parce que, je vous le dis, jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui sont en cellule, quel message ont-ils dit? Quel est le message qu'ils ont porté à l'endroit de tout ça? Mais vous savez, c'est les tweets, c'est sur Facebook, c'est des conseils qui réagissent. Lesquels? Personne. C'est muet. Ça veut dire qu'on est en train d'attendre tous les larmes de nos mamans, tous les cris de ces femmes, toutes les lamentations, tout ce qu'on a fait. Je vous assure, c'est du pipeau, M. Michel Gadjou, parce qu'on est en train d'attendre un autre drame. Un autre drame, il y aura un autre drame. On était sûr qu'au sorti de Ngabo, avec toutes les lamentations, les appels à la paix, la communauté internationale, l'Union européenne, les États-Unis, on était sûr qu'on était sorti. Mais hélas, on se retrouve encore dans cette tragédie. Est-ce que cette tragédie nourrit certaines personnes? Pourquoi ne pas au sorti de là, avec toutes ces différentes, ces cris qui ont été lancés de part et d'autre de la nation, n'ont pas fait en sorte qu'on décide que voilà, il faudrait que Sissi Kouayou Tabé, il faudrait qu'un X ou Y. À peine on est en train de lamenter qu'on enlève 11 enseignants, qu'on descend fouetter, dénuder les trucs, qu'on enlève le cardinal et le fond. Vous vous rendez compte qu'on est là que dans une spirale, on sort d'ici, on entre là-bas, on ressort de là, on entre ici. Voilà ce qu'on vit. Je pense nous allons tout de suite prendre les messages de nos téléspectateurs, Charles Amembachou. Vous allez les entendre également. Ils vont se prononcer sur les sujets qui ont été évoqués ce matin. Mais surtout, Karine Santia va bien évidemment nous les lire. Madame, Messieurs, 10-12 le Zénith sur Facebook pour ceux qui nous retrouvent sur cette page, ou encore Equinox TV pour ceux qui nous regardent en direct. Karine Santia, nous comptons sur vous. Être rigoureux avec un enfant jusqu'à son bac est nécessaire. On ne joue pas avec l'enfant, sinon on risque d'être surpris. Un autre message ce matin. Est-ce qu'être rigoureux signifie qu'on n'écoute pas l'enfant? Je veux comprendre. Ça veut dire quoi être rigoureux? Être rigoureux, ça veut dire que lorsque vous entrez à la maison, dès que vous regardez l'enfant comme ça, là, il passe se mettre quoi? Non, il faut regarder. C'est quoi dans être rigoureux? On vous explique. Moi, j'ai grandi... Être rigoureux, ça veut dire que lorsqu'on inscrit l'enfant à l'école à 3 ans et demi, on ne demande pas son avis. Oui. On lui explique la portée de l'instruction qu'il va prendre. Et on veille, il a fait les devoirs, on hausse le ton, on lui éteint les yeux. Et voilà, c'est ça, être rigoureux. Être rigoureux dans le même sens, mon bord, c'est de se lever à 5 heures, parfois 4 heures avec ses enfants. Tout à fait. Et se rassurer qu'avant qu'ils n'aient à l'école à 6 heures, qu'ils ont fait les révisions de tout ce qu'ils ont fait la veille. Être rigoureux aussi, Dominique Audrey, c'est être sûr que lorsqu'on est parent, on ne dort pas sans voir ses enfants, sans échanger avec ses enfants. Être rigoureux, Dominique Audrey, avec ses filles surtout, c'est d'être sûr qu'on va les encadrer en leur disant « Ma fille, attention, demain ne fais pas ci, ne fais pas ça, ce ne sera pas bon pour toi, etc. » Et vous faites à quel moment vous dites être rigoureux avec sa fille, c'est dire à sa fille « Fais attention aux hommes parce qu'il n'est pas temps. Ce que moi, ton papa, j'attends de toi, c'est que tu viennes à la maison lorsque tu seras en âge de te marier avec ton mari. » Être rigoureux, c'est dire à sa fille « Respecte tes parents, ne t'affiche pas, honore ta famille, honore ton père et ta mère à travers tes faits et tes gestes. » C'est ça aussi la rigueur dans l'éducation. Quel est le moyen... Bon, comme ça bien parlé. Tout à fait. Merci. Et ça quel est le moyen... Je ne sais pas. Quel est Attends, vous dites C'est ce qu'elle a dit. C'est ce que la maman de cette fille pratique. La rigueur, est ça? Non. Elle n'est pas rigoureuse. Elle est amie avec sa fille. Il n'y a pas de rigueur. Être rigoureux avec son enfant, et quand elle débat, quand elle vous confie l'histoire, elle dit je ne sais pas ce que je vais dire à l'enfant de ma cousine, alors que les trucs là. À la mère de l'enfant. Oui, à la mère de l'enfant. Elle n'a pas de problème avec son enfant. Elle en a un, puisque l'enfant est déjà à la déroute. L'enfant a... Quel est le moyen qu'un parent a pour empêcher que son enfant ne fasse des bêtises? Le premier moyen, Dominique, c'est d'établir un canevas de communication, un canal. Je ne cause pas avec mon fils en journée. Il a son heure où il peut m'approcher et on échange. Tu es d'accord avec moi? Bien sûr. Qu'une fille prenne le téléphone pendant que je suis à Yaoundé, m'appelle en disant que maman, comme tu vas, j'ai un copain, maman, comme tu vas au téléphone. Mon enfant m'appelle au téléphone pour me dire qu'elle a un copain.
C'est ça, c'est mais au téléphone. Ça, c'est la perversion. Ça, c'est la perversion. Ça. C'est la sorcellerie. Ça, c'est avoir un doctorat en sorcellerie. C'est la que perversion. Votre fille me rappelle que j'ai un copain. C'est au téléphone que ma fille va me dire qu'elle a un copain. Et le copain là, il n'y a encore rien. Il n'y a pas ceci. C'est au téléphone que ma fille me parle. Ok, avant de revenir à la maison. Bon, lorsqu'elle vous le dit au téléphone et qu'elle vous le dit en face, quelle est la Déjà, différence? c'est une peine, c'est une sanction. Ça veut dire qu'au départ, vous avez raté. C'est pour ça qu'on vous dit. Non, c'est pour ça qu'on vous dit. Quand vous mettez votre enfant à l'école à 3 ans et demi, vous ne demandez pas son avis. Vous ne demandez pas son avis. Vous êtes en train de vouloir dire, peut-être même il y en a des parents qui ont déjà des schémas. Je veux que mon enfant soit. Mais quand l'enfant va arriver, il va commencer à évoluer, dire, je veux quoi, médecin et tout. Et pourquoi, quelquefois aussi, même au Cameroun, on a commencé à ça, on appelle les gens à l'école pour leur expliquer un certain nombre de métiers qui vont arriver. Michel, pour qu'ils aient le choix. Non. Et vous faites comment, les gens d'aujourd'hui? J'ai pris cet exemple-ci. Lorsque vous dites à votre enfant, s'il te plaît, donne-moi de l'eau à boire. Il y a des s'il te plaît, pourquoi? Non, justement, c'est la déviance totale. Après, vous allez vous attendre à ce que mais les là, vous lui dites, l'enfant... bien élevé, alors que vous n'apprenez pas votre enfant. Ça veut dire justement, si vous dites s'il vous plaît à un enfant de 6 ans, ça veut dire que vous avez raté son éducation. Il doit savoir que maman, j'ai apporté l'eau. Quand papa arrive, quand maman arrive, il y a un type de comportement. Il n'y a pas de s'il te plaît. C'est lui l'enfant qui doit vous dire, maman, s'il te plaît, je veux. Le sujet est suffisamment sensible. Permettez, le sujet est suffisamment sensible que les téléspectateurs nous regardent. Et chacun ici a vécu quelque chose. Moi, je parle de moi en quelques secondes. Oui. On m'a fessé un jour, au point de me mettre le piment sur le corps parce que j'ai pris 50 francs et m'acheter les galettes. Oui. Écoutez, si maman personnelle ne l'avait pas fait, je ne sais pas si c'est ce que je suis aujourd'hui. Bon, moi, encore pour vous dire, maman a eu de la rigueur, elle a eu la bonne action et les bonnes réactions au bon moment. Michel, mais la rigueur. Si maman avait caressé, je ne suis pas sûr que Monsieur Ngachou, je vais vous expliquer. Moi, j'ai un cousin avec qui on a grandi, mais lui, il était quelqu'un de très, très agité. Mais je vous assure qu'il était franchement fessé par son papa. Et dit franchement fessé par son papa. C'est pas ce qu'on vous a fait, on vous a rien fait. Parce que mon cousin, quand vous le regardiez, il avait que les os visiblement sur lui. Parce qu'on le fessait correctement. Vous savez où il est? Il passe son temps de prison en prison. Mais ce qu'il ne connaît, ce n'est que la violence. Quand vous explique Karine, non, il y a des perversions. C'est pas comme ça. Justement, c'est cette mauvaise. Écoutez, monsieur Ngatou, parce que là, vous dites que écoutez, justement, quelle est la lecture que vous avez faite avec votre âge et tout? On ne dit pas que être rigoureux ne veut pas dire qu'on ne s'amuse pas avec les enfants. Bien sûr. C'est-à-dire que vous, voilà comment vous faites. On est dit, mais justement. Non, permettez Dominique Audrey. Est-ce qu'être rigoureux avec son enfant veut dire qu'on ne peut pas avoir des moments de joie avec son enfant? Nous tous, on a été enfants, non? Est-ce qu'avoir des moments de joie avec son enfant veut dire que vous n'êtes pas rigoureux? Vous parlez de l'argent de 50 que vous avez pris. Moi, quand ma élevant m'a dit, si tu as besoin de quelque chose et qu'il n'y a personne à la maison, tu prends. Et lorsqu'on rentre, tu dis que tu as pris. Donc, c'est comme ça. Maintenant, vous posez la question et vous répondez au même moment. Également, quel est le moyen qu'a un parent pour empêcher son enfant de faire des bêtises? Très bien, bon, on vous le dit donc, écoutez, souffrez donc d'écouter. Nous aussi, on a été enfants. On a été enfants et on a élevé des enfants. Et on voit les gens élever les enfants. Être rigoureux, je vous ai dit, quand vous envoyez votre enfant à l'école, il pleure avant d'entrer, vous faites comment? Vous dorlotez, vous rentrez à la maison avec lui? C'est ça la rigueur. Ou bien vous laissez l'enfant à l'école? Justement, c'est comme ça que la rigueur commence. Quand il sort, tu dis, c'est là où tu viens le prendre à midi. Tu as vu, tu as demandé des amis et tout. On dialogue avec l'enfant. On dialogue avec l'enfant tout en lui disant, donc demain, je pense que tu ne vas pas pleurer. Parce que tu vas même devenir quoi, ingénieur, tu as vu, c'est comme ça qu'on entretient l'école. La vie ne commence pas avec vous. Bon, donc justement, la rigueur, c'est cela. C'est que demain, tu me jures que tu ne vas pas pleurer, n'est-ce pas? Ça va donc progressivement. Et jusqu'à l'âge de 10 ans, l'enfant obéit d'abord et vous lui expliquez parce qu'il n'est pas dans les situations de bien apprécier l'action.
La preuve, c'est qu'aujourd'hui... Oui, oui, c'est ça la rigueur. Rapidement. Justement, quand vous dites, vous avez dit tout à l'heure qu'à 6 ans, c'est la bonne éducation quand vous dites à vos enfants, s'il te plaît, donne-moi de l'eau. Bon, on a des messages. Ce n'est pas la bonne manière. Puisque à ce moment-là. Un parent ne peut pas dire bonjour à son enfant parce qu'il est le parent. Non. Non, cher ami. Écoute, vous posez la question, vous expliquez. Non, c'est l'enfant qui doit dire s'il te plaît à ses parents, à ses supérieurs. Très bien. Et pas le contraire. Vous dites. Chacun a son contexte. Non, pas son contexte. Non. Et demain, quand l'enfant. Soyez vos enfants. Demain, vous allez pleurer. Monsieur Michel Ngachou, mon grand-père disait qu'il faut appliquer la règle SAS. C'est un militaire, il était dans la garde civique, monsieur Michel Ngachou. La règle SAS, avec les enfants, sensibilisation, avertissement et sanction. C'était la règle. Sensibilisation, voilà ce que c'est qu'être rigoureux. Vous sensibilisez l'enfant, vous avertissez en disant, ok, je t'ai déjà suffisamment parlé, je vais passer à la phase répressive et vous procédez à la répression. Exactement. Et c'est ça le rôle du père. La maman joue le rôle de la sensibilisation. Attention, ton père n'est pas consacré là-bas. Ah, toi, voilà qui mange sur le salon de ton père. Ah, qu'est-ce que je dis? Quand ton père va arriver, lorsque le père arrive, il est informé, c'est la répression. Quand l'enfant grandit avec cela, je suis souvent surpris et je le dis toujours, hein, si vous ratez l'éducation de votre femme, vous avez tué votre famille. Je vois souvent des collègues, monsieur Michel Ngachou, des amis, on est en train de discuter, sa femme l'appelle pour lui dire que le gaz est fini. Nous sommes en train de causer, le téléphone sonne. Comme tu vois comme ça, le gaz est fini. Est-ce que ça vous concerne? Vous les amis, ça vous concerne? C'est grave. Non, vous n'entrez pas dans la conversation. J'ai dit c'est grave. Ça fait partie de la rigueur, justement. Regardez-moi. Si vous n'êtes pas rigoureux. Vous enseignez la rigueur de votre couple à quelqu'un d'autre qui vit avec sa femme. On arrête. J'appelle mon mari, Charlemagne se fâche. Entendez, c'est ça la sorcellerie. Voilà, c'est justement ce qui est dans la sorcellerie. Permettez, je vous en prie, Karine. C'est-à-dire que même la vie communautaire, c'est un on va prendre les messages, je vous en prie. Les messages des téléspectateurs, je vous en prie. Karine, cher ami, s'il vous plaît. Cher ami, on ne fait pas le monde avec le point de vue de 8 milliards d'individus. Bon, on va prendre les messages. On prend les messages, Karine, s'il vous plaît. Chers parents, soyons moins naïfs. Moi, j'ai déjà fait accoucher une dizaine de filles de 12 ans et même 11 ans. Je dis bien dizaines, sans compter les MST et VIH. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Continuez à regarder les séries télévisées. Vous rêvez que même ici en Occident, on fouette. Les enfants font pleurer les femmes blanches pas les Africains. Les enfants font pleurer les femmes blanches, pas les Africains. Un autre message. À 12 ans, on parle des choses sérieuses et fondamentales avec les enfants. Pas de mon petit ami. On blague là. C'est Tracy Jane. Cette histoire est la conséquence de regarder les séries télévisées avec les enfants à côté. Puisqu'ils voient les petits flirter et se faire des bisous à la joue ou au front. L'univers d'un enfant bien suivi, c'est l'étude, manger, dormir. En passant, cette maman-là est même pauvre au point de concevoir qu'un bébé de 13 ans donne de l'argent à sa fille. Apprenez aux enfants à se suffire avec ce que vous leur donnez. Prudence Lacolombe qui a écrit ce message. À 9 ans, elle connaît déjà le sexe jusqu'à avoir la licence. Je pense qu'il ne faut pas donner un laisser-aller aux enfants. Dans le cas d'espèce, il faut bien les chicoter. Comment réussissent-ils à voler de telles sommes jusqu'à réussir à les cacher chez eux? À la colère. Où ils libèrent les petits débrouillards qui volent. Oh. Un autre message. Charlamel, j'appelle mon mari. Charlamel se fâche. Je voudrais Charlamel, Dominique Audrey, Karine, s'il vous plaît, justement qu'on fasse plus sérieux. C'est vrai qu'on est en talk show, on a une parole très libérée, mais il va falloir quand même que l'on soit d'accord que lorsque votre fille a 12 ans, elle vient vous dire, à vous ma femme, maman j'ai un petit ami. Claque la gifle. Vous ma femme, vous ne me dites pas. Ça? Vous ma femme, vous ne me dites pas à moi Ngachou. Non, vous aurez des sérieux problèmes dans ma famille, sous mon toit. Et si elle n'est pas mariée? Permettez, si je me rends compte que ma fille a eu l'occasion d'en parler à maman, parce que moi aussi en tant que parent, j'ai une responsabilité justement vis-à-vis de ma fille. Bien de le dire. Et que maman n'a pas pris la peine de m'en parler. Maman, je te fais des sérieux problèmes qui peuvent faire 6 mois. Des sérieux problèmes qui peuvent durer 6 mois minimum. Vous ferez quoi? J'en viens. Maintenant, ma propre fille
Si ta mère ne me l'a pas dit, je prends la peine de me rapprocher de toi. N'est-ce pas? Oui. Je vais Paris. Je vais Paris. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais pas. Non, je allez la taper. serais violent. N'est-ce pas? Et après, ça et va quand elle dit s'arrêter. violent, c'est pas la violence physique. Ah, d'accord. Je serais très violent au point où tu auras l'impression que le ciel te tombera sur la tête. Vous allez gronder. Parce que justement, il va falloir que tu comprennes que lorsque tu as 12 ans, lorsque tu as 13 ans, et sous peu, tu peux tomber enceinte. Oui. Et quand tu tombes enceinte, tu es encore un enfant. Est-ce que vous- C'est pas ton problème, toi, l'enfant. C'est le problème de papa et maman encore, qui n'ont pas fini avec toi, en réalité. Moi, je suis d'accord avec Voilà. vous. Je suis d'accord avec vous, Michel. Mais maintenant, votre message ne peut avoir une portée que si vous trouvez le moyen bon de le passer. Mais quel Vous moyen? ne Mais pouvez on pas- c'est quoi? crée ce moyen-là. Michel, Ça, la mère commençait à Michel. définir tout à l'heure. On Je crée vous ça. ai dit ici comment ma grand-mère m'a dissuadé d'avoir des relations avec des hommes. Elle m'a dit, tu as déjà les vergetures. Et sache qu'un homme, lorsqu'il va même seulement te toucher, tu vas tomber enceinte. Vous pensez qu'elle ne pouvait pas crier? La première fois que je suis tombée amoureuse... Mais qui vous a dit que Qu'est-ce les qu'elle autres fait ont la l'étape? grand-mère qu'avant, Est-ce que toutes les autres ont attitudes causées l'étape? par les hommes? Non, je n'étais pas encore sexuellement active parce que justement, chez nous, l'éducation voudrait que chacun dise les choses comme elles sont. Les gars ne te Comme les disaient choses- pas encore, tu n'as pas encore Mais cassé. je le disais à ma grand-mère, puisqu'elle m'a dit, si un gars te dit quelque chose... Quelle tu était la viens garantie me pour la dire, grand-mère que tu avais putain, bonne moralité? Michel, je vous en prie. Oui, puisqu'on me comprend. Chacun sait quelle est l'éducation qu'il donne à son enfant. Vous savez ça? Votre enfant ne peut être que ce qu'il voit, ne peut être que ce qu'il connaît. Donc si vous êtes un mauvais père, si vous vous comportez mal, sachez que votre enfant est ça, c'est tout. Il est la reproduction de ça. Pas Donc je suis en toujours, train de pas vous dire, toujours, pas ok, toujours. aujourd'hui ce n'est pas Ayez ça. ça, c'est un problème de l'expérience. Michel. Ça commence par là. Sinon, Bon, donc, je ne les tombe filles... pas d'un manguier. Mais je ne vous tombe tous, pas qui d'un tombe- manguier. qui tombe d'un Donc, manguier ce que ici, je suis alors en train de dire, c'est parce que je l'ai vécu. La première fois que je commence à avoir, entre guillemets, des sentiments pour quelqu'un, j'étais en classe de 6e, puisqu'on m'avait précédemment dit, lorsque un garçon te dit bonjour en route, tu viens me dire. Si tu as quelque chose avec un garçon, tu viens me dire, je l'ai fait. J'ai dit à ma grand-mère que, grand-mère, voilà, telle chose m'est arrivée. Et après, ce qui s'est passé, c'est passé. L'encadrement, on a convoqué ma mère, on a fait, et des choses ont suivi. Pourquoi vous voulez qu'on Dominique devait me Audrey. tabasser pour que ça change? Dominique Je Audrey, vous ai demandé lorsqu'une quel fille est a le 12 moyen, ans, quel est le lorsqu'une moyen. fille a 12 ans, parce que c'est pas parce qu'on est modérateur d'un plateau qu'on parle de son point de vue sur Non, les questions donnez-le, aussi moi, je importantes. vous ai dit. Lorsqu'une fille a 12 ans, Oui. elle n'a pas fini d'apprendre. Elle n'a même pas encore Elle n'a même pas commencé. commencé à apprendre. Oui, elle n'est pas encore Lorsqu'une née. fille, gravement à 9 ans, du moins entre 1 à 11 ans, Oui. et que 3 ans déjà au préalable, qu'elle joue avec des petits garçons, au point de venir persuader sa cousine à faire comme elle, Que c'est une bonne chose. que c'est une bonne chose, moi, père, moi, oncle, je te récupère chez moi. Michel, Je dis on que est moi, je dis que d'accord. moi, Ngachou, je Mais te récupère chez moi. est-ce que Et je te en recule. tapant, C'est ça va votre s'arrêter? Écoutez, Quel est le moyen? Même s'il faut passer Mais à la quand on veut vous bastonnade, montrer les il faut le moyens, vous faire. Quel est interrompez. le encore. moyen? Si ça le doit moyen changer, aussi. que ça change. Comment vous On avez est fait passé pour aussi l'empêcher? par là. Non, Mais écoutez, on peut vous le dire, vous Dominique Audrey. interrompez. Oui, moyen aussi. Dominique Audrey, Monsieur. c'est ma Moi, nièce, j'ai été Oui. c'est dissuadée. ma Il y a nièce, une moyen. je la ramène Mais chez il y moi. en a mille, une Je la moyenne, ramène il y a chez moi. un milliard de moyens. Si avec toutes les méthodes d'échange, de sensibilisation, de discours, Bon, à vous entendre, on ne voit pas trop la sensibilisation. hein. ben oui, Quand vous dites que si le ça ne ciel va marche pas, tomber. ça ne marche pas, il y a toutes les méthodes nécessaires. Un enfant ne se perd pas, sauf si le parent veut que son enfant se Le perde. laisse se perdre. Vous savez, Michel Gachou, vous savez... Permettez-moi de je- m'exprimer moi, au moins 2 minutes. C'est vous qui ne faites que parler, moi je me Non, tais, je c'est- me- Je ne c'est parle comme- même pas. C'est vous qui me coupez toutes les fois. Je parle Qui pas. Bon, on ne vous Laissez-moi coupe plus, exprimer, voilà. Charles allez-y. Armel. Allez-y. J'étais en train de dire, monsieur Michel, Les capricieux. Les gars. chez les Bantous, non, je m'arrête, sinon ça va faire cacophonie. Ah, ah. Chez les Bantous, c'est lorsque la mère, lorsque la fille atteint 20 ans et qu'elle dit à sa maman, je vais aller dans un bal, sa maman va ouvrir sa cantine, prend ses robes de jeune fille, prend ses boucles, prend ses chaînes et dit à la fille, mets ça, pars et sois la plus belle. En rentrant, tu me racontes ton histoire. C'est une initiation, c'est une transition. Oui. Tant que vous n'êtes pas arrivé à cela, que votre mère
Ma mère a conservé tous ses habits de jeune fille, même les habits que mon père draguait, il allait acheter au Maroc et tout, et qu'on soit, elle a conservé dans l'état intact, monsieur Michel Gadjou. Quand ma grande soeur qui est à la retraite a annoncé, ma défunte grande soeur qui est à la retraite, vient dire, maman, on a un bal, la coopérative organise un bal. Ma mère, elle a dit que tel nombre peut te suffire, essaye un peu ça. Elle a sorti ses boucles en or, sorti tout jusqu'au gourmet. Elle lui a dit, pas après, tu viendras me raconter ce qui s'est passé à la soirée. C'est la maman qui habille sa fille. Une jeune fille commence par où? Elle manie les ongles pour me dire qu'elle a un copain. Mais attendez, arrêtez un peu ça, on a la télé. Laissez ces histoires chez les Blancs, n'amenez pas ça ici en Afrique. Non, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Il faut couper ça. On peut corriger. Monsieur Gatchou. Et on corrige les mœurs. Dominique Audrey, il faut corriger les mœurs. J'aimerais dire quelque chose. Permettez Karine Sontia. Ce n'est pas comme si la méthode des Mbombo et Chalamel ne marche pas. Elle a marché. Sauf que maintenant, vous faites face à autre chose. À des enfants qui vont faire tout ça, mais seront des saints. On va vous dire que l'enfant, c'est quand il sort à l'école, il n'arrive pas d'abord à l'école. Vous n'allez pas le croire. Vous ne pouvez même pas Ce qui se passe, c'est que... vous n'êtes pas rigolo. Non, je vais prendre Puisque non, monsieur je vais prendre un exemple. Vous faites ça comment? Votre rigueur arrive jusqu'où à l'école? Oui, nous avons les enfants. Je ne vous ai pas coupé. Nous avons les enfants. Je suis en train de dire quelque chose. Écoutons. Je suis en train de dire quelque chose. C'est pas moi qui pose les questions. Écoutons, nous avons les enfants. Vous avez posé les questions. Lorsque j'étais en classe de première, quand j'ai eu mon premier rendez-vous, et quand je suis allée, je suis rentrée très tard. Déjà vers 21h, et j'avais jamais l'habitude de rentrer comme ça. Ma mère était déjà assise à la porte, elle attendait. Mon père était assis au salon là-bas, il regardait la télé. Quand j'arrive, tu sors d'où? Et tout. J'ai pris peur, j'ai pas avancé. Mon père dit que laisse l'enfant entrer. Quand je suis entrée, ma mère s'est fâchée, elle voulait me frapper, elle dit que ne frappe pas l'enfant. On part là où tu étais. Sérieux, on part là où tu étais. On y était. Nous sommes allés tous directement, mes soeurs, mes grands frères et tout, on était là-bas. Les parents parlent, non, ils doivent grandir ensemble, les parents du gars. Non, ils doivent grandir ensemble, il faudra qu'on les encadre et tout. Mon père dit que mon enfant est encore un enfant. Le père a dit que même mon fils est aussi un enfant. C'est pour vous dire quoi? Vous ne pouvez pas avoir la mesure. Chacun donne son éducation à son enfant. Et pour finir, vous savez, c'est que quand on est rentré, mon père m'a dit, il m'a dit que tu vas grandir. Tu auras un mari. Tu vas choisir. Tu vas choisir. Tu auras l'embarras du choix. Mais va d'abord à l'école. Très bien. Donc, permet en 10 secondes. Elle a terminé. Bon, la parole, Karine. Elle a terminé. Oui, elle a eu ça en classe de première. Nous, on le donne aux enfants quand ils entrent en 6e. Ça veut dire que c'était tardif pour vous, madame. C'était tardif. Et je n'avais rien fait depuis. Oui, mais justement, l'éducation était tardive. Bien éduquée. C'était tardif. C'était très bien éduqué. Ouais. Karine, autant pour moi. Laissez-moi évoluer. Si vous étiez bien éduqué, avant de faire ce rendez-vous, vous auriez dû souffler un mot à votre maman. Et elle vous aurait dit quelle conduite tenir. Très bien. Nous avons les enfants. Nous aussi. Donc vous avez l'impression que l'éducation qu'on a eue, on n'a pas pu transmettre à nos enfants. Nous avons, et moi j'ai même des petits-fils. Ça veut dire que ce que vous voulez, ce que vous dites aujourd'hui, nous on vit ça. En tant que père, en tant que grand-père. Donc votre éducation, je termine par là. On a dit qu'il y a une règle, j'allais dire générale pour tous les enfants. Maintenant, on peut venir au particularisme, aux particularités, parce que les enfants que vous avez, ils n'auront pas le même type de comportement. Il y en a qui mangent plus vite que d'autres, il y en a qui sont plus belliqueux que d'autres. Ainsi de suite, il y en a même qui sont taciturnes, il y en a qui naissent hypocrites. Tout ça, on vit ça. Comment on vit donc? C'est à ce moment qu'interviennent les particularités. Pour l'éducation générale que vous avez donnée, vous ajoutez un point ici, deux là-bas, ainsi de suite, ainsi de suite. Merci Mbombo, merci. Non, merci Chalamel, merci beaucoup. Mais je voulais rapidement, avant qu'on ne passe à la revue des réseaux sociaux, dire à Karine, Dominique, enfin non Karine précisément qui pose la question, mon enfant, tu vas à l'école. Moi, je t'en emploi du temps dès le début de l'année. Très bien. Laissez-moi parler, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Je ne vous ai pas empêché. J'ai votre emploi du temps dès le début de l'année. Absolument. Que vous partez à l'école. Oui. Lorsque vous rentrez chaque soir, ma responsabilité parentale, même si tu as fui les cours, tu n'étais pas à l'école,
moi je me rassure que le cours du jour, tu l'auras dans ton cahier. Mes Si, parents vous n'ont dites pas que- eu besoin de Permettez, ça. mais Que Karine, le professeur j'en n'a viens pas besoin. pour répondre à votre question. Vous vérifiez. Pour dire que Ils n'ont pas eu besoin tu as de fui ça. le cours, tu n'es pas arrivé au Ils lycée. faisaient confiance à Quand mes- tu reviens chez moi le soir, je dis, monsieur ou madame, je vais voir les cours de la journée. La base a raté. Même si tu as fui les cours, tu iras les copier ailleurs, sachant que tes parents ont un regard sur toi et c'est ça Vous êtes la obligé de rigueur le faire parce que ça a parentale. raté. Non, madame. Non, c'est pas enfant pour votre qui choix en était ça a disant réussi, que son ne parent n'a croyez pas pas besoin de le forcément, faire. ne croyez La pas forcément relation de que confiance. non. Pas besoin de le Il faudrait que les parents qui nous regardent ce matin bébé, moi. sachent que nos enfants sont hyper malins, très malins, mais il ne faut pas baisser la garde en ce qui concerne la vigilance et la rigueur sur l'éducation. Poser la question autrement. Comment les papas qui n'étaient pas lettrés ont pu encadrer 6 enfants au 10 point même. d'avoir des enfants lettrés alors qu'eux n'étaient pas à l'école? Ils contrôlaient Posez la le cahier. question. Les notes, par exemple. Non, mais posez la question et on va vous répondre. Moi, je ne pose pas cette question. Ah, voilà. Parce que je n'ai pas eu Il y a des besoin de choses- ça. Il y a des Je n'ai pas eu chewing-gums besoin. qu'on vend dans les établissements scolaires de Spider-Man pour les femmes, Britney Spears. Vous prenez le cahier de votre enfant, vous trouvez sur la page leçon du jour Spider-Man collé. En tant que parent, vous dites non, c'est les enfants, ils sont en train de s'amuser. Merci Qui n'a pas beaucoup. fait Allez, ça à l'école? la revue, Non, la pas revue fait des ça. réseaux sociaux, je vous en prie. Merci à vous, mesdames, messieurs. On collait même sur le bras. On parle des sujets en même temps qui nous interpellent, hein, parce qu'on est tous dans la société. On a un devoir, bien sûr, on a le droit de, enfin, on a le devoir hein, d'éduquer et de partager avec le peuple ce que nous avons. Allez, voici tout de suite la revue des réseaux sociaux avec vous, Karine Santia. Des hommes armés ont kidnappé hier le cardinal Christian Toumi et le chef traditionnel du village Nso dans le nord-ouest, le Fon Biglo 2 et 11 autres personnes. Ils ont été enlevés au lieu dit Kanhe à Baba dans l'arrondissement de Babessi, département du Ngoketunja. Le cardinal raccompagnait le chef traditionnel dans son village après 2 ans après son absence pour des questions de santé. Voilà. Et ça fait bien sûr le tout de la toile. Hein. C'est le cardinal aujourd'hui qui est la cible de ces attaques terroristes et qui a été enlevé effectivement aux côtés du Fon de Nso alors qu'il revenait de Fumban. D'ailleurs, partant de Yaoundé, je pense bien, Yaoundé, Fumban, il fallait s'y rendre effectivement dans ces localités. Lui qui pendant ces dernières années a toujours appelé à un retour à l'école et d'aucuns laissent comprendre aujourd'hui que c'est une bande armée, on va dire loyale à une faction des séparatistes aujourd'hui qui aurait pris sur elle d'enlever ces derniers parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait retour de l'école dans ces villes ou dans ces régions en crise. Bonbon Bengan Kandji, lorsqu'on touche au cardinal Christian Toumi, l'une des références de l'église catholique romaine aujourd'hui au Cameroun, et qui lui appelle au dialogue d'un côté, mais surtout rappelle au retour de l'école, est-ce qu'on ne va pas dire que nos frères d'expression anglaise, pour ceux qui sont séparatistes, vont un peu très loin? Oui, ils sont allés très loin. Très loin. Y compris le chef de Nso. Oui, mais l'école, le retour à l'école, c'est un prétexte ou alors c'est un élément qui se rajoute à d'autres éléments, etc. Premièrement, le Fon qui était en exil, ça fait même un long moment, et lui était reproché d'être un pion du régime qui dénonçait ces sujets. Et je pense qu'il avait d'ailleurs été chassé et 2 de ses enfants avaient été assassinés. Il est parti. Maintenant, son retour a été négocié par le cardinal Toumi à Kumbo, mais il y a une faction qui n'a pas été intégrée dans les négociations, notamment la faction que dirige Chao Mao, qui lui répond à un leader séparatiste qui vit à l'étranger. Et justement parce que dans leur déploiement, en fait ce n'est pas pour justifier les exactions, mais c'est pour comprendre ce qui arrive aujourd'hui. Dans leur déploiement, ce Chao Mao avait dit clairement qu'il ne veut pas, j'allais dire, de traçabilité entre Bamenda et Kumbo. La route est bien là, mais celles les personnes, j'allais dire, qui lui sont,
je dirais, qui ne sont pas hostiles, les mouvements pouvaient passer. La preuve, Cardinal Toumi il passe par là et beaucoup d'autres personnes. Mais il avait exigé, depuis 3 ans, qu'on passe par Fumban, Bagnon, Garbou et tout ça, c'est par là qu'il fallait passer. Maintenant, le chef, le fond qui rentre, il annonce qu'il allait venir. Il passe par Bamenda et chaque fois, il tient un dope, on fait. En fait, sa rentrée, j'allais dire, était triomphale, devait être triomphale. Et il faut bien sûr préciser qu'il est allé, on est allé le chercher au État Yaoundé avec, on va dire, ses sujets. Ses sujets, absolument. Ils sont allés le chercher pour le ramener dans sa. Oui, pour faire une entrée triomphale du chef. Ce qui, selon eux, est normal, mais n'ayant pas négocié avec l'autre groupe de Chao Mao, il s'est donc trouvé ce qui est arrivé là. Ce qui est arrivé et que nous condamnons tous. Mais je pense que le cardinal Toumi jouait sur, j'allais dire, sur sa prestance dessus. Et en plus que c'est Chao Mao, apparemment, il est pasteur. Effectivement. Donc, bon, comment un pasteur vient kidnapper un autre, j'allais dire, un prélat? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Bon, peut-être que l'acte n'est pas mauvais, mais je vois en cela, j'allais dire, d'autres négociations, parce qu'il s'était quand même remonté contre Christian Toumi après le grand dialogue national. Parce que Christian Toumi avait fait une sortie en disant que la situation va s'améliorant. Et cela ne les avait pas arrangés. Étant entendu que pendant ce grand dialogue, je pense qu'ils avaient donné un document de près de 250 pages et que selon eux, ce qui était reporté dans ces documents-là n'avait même pas encore trouvé de début de solution. Donc, voilà un peu la situation que nous déplorons et nous pensons que le gouvernement, ce n'est pas pour dire que, comment je vais dire, qu'il va s'aplatir, mais il faut engager des négociations et leur faire comprendre, parce que Toumi, nous comme nous autres, nous leur disons que la communauté internationale ne peut pas acter la sécession du Cameroun. Ce n'est pas possible. Merci beaucoup, Mon Bengan, pour cette précision ce matin. Il va falloir quand même rappeler qu'au moment où nous parlons, les évêques sont en conclave à Yaoundé. Et ici, au niveau du littoral, on a eu l'évêque, bien sûr, du littoral qui est en chemin déjà pour pouvoir toucher du doigt la réalité de cet enlèvement qui s'est produit hier dans le nord-ouest Cameroun. Et on va également dire qu'au moment où nous parlons, un document serait certainement mis à contribution par Abraham Comé, le président de la conférence épiscopale du Cameroun, pour faire entendre bien sûr la voix des évêques au sujet de cet enlèvement du cardinal Christian Toumi. Dominique Audry, lorsqu'on enlève le cardinal Christian Toumi qui a 90 ans quand même aujourd'hui, est-ce que ces séparatistes ne sont pas là dans un but bien pensé, accélérer son décès, le tuer à petit feu et acter sa mort? 90 ans quand même pour lui. Est-ce que c'est pas osé? C'est pas osé, ils ne sont pas allés très loin de votre point de vue? Oui, quand on enlève quand même un monsieur qui a 90 ans d'âge. Qu'est-ce qu'on fera de lui? Est-ce qu'on prend conscience de ses médicaments? Est-ce qu'on prend conscience justement de sa santé fragile? Qu'est-ce qu'il doit manger, etc. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? J'ai l'impression que, à votre question, c'est comme si j'étais dans leur cuisine pour savoir ce qu'ils vont manger. Non, puisque nous condamnons tous le fait, mais est-ce qu'ils n'exagèrent pas un peu quand même, ces frères? Ces frères camerounais qui se révoltent. Je pense qu'il serait judicieux d'attendre qu'ils soient libérés pour savoir le pourquoi de cet enlèvement. Non, les raisons sont connues. Les raisons sont connues. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils demandent qu'il n'y ait pas de retour de l'école dans les régions anglophones aujourd'hui. Et étant donné que le cardinal fait partie de ceux qui demandent qu'il y ait le retour de l'école, alors ils ont enlevé le cardinal pour faire entendre leur voix. C'est clair maintenant. Bon, maintenant, savoir s'ils exagèrent. On dit généralement qu'à la guerre, tous les coups sont permis, hein, Michel. La preuve, voilà les enfants qu'on va enterrer demain. Il y a les enseignants qui sont encore en captivité. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le même... ça n'émeut pas également pour ces enseignants. Qu'en est-il d'eux? Qu'est-ce qu'on va faire pour qu'ils soient libérés aussi? D'accord. Il ne faudrait pas qu'il y ait du 2 poids 2 mesures. Je veux pas... Peut-être ça va paraître méchant ou bien insensible, mais ces enseignants également ont été enlevés. Donc il faudrait qu'il y ait une synergie.
qu'on libère le cardinal et également que ces enseignants soient libérés. Oui, mais justement, tout simplement. Tout ceci parce va que avec la résolution si on fait simplement le cardinal et le fond, on oublie qu'un jour avant, 2 jours avant, il y a eu des enseignants qui ont été enlevés. Donc c'est pour ça que ça ne m'émeut pas tant que ça, parce qu'il y avait déjà avant qui ont été enlevés. Donc il faudrait que tous soient libérés. Merci beaucoup Dominique Audrey. Autre sujet, Karine Sontia, pour nous ce matin. Près de 100 familles abandonnées par le gouvernement à Koussery. Elles sont nombreuses, ces femmes, hommes et enfants qui sont aujourd'hui obligés de passer la nuit à la Belle Étoile, justement parce que leur quartier, leur domicile ont été dévastés suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues dans la ville de Koussery le week-end dernier. Et ces derniers, aujourd'hui, même les autorités locales ne réussissent pas à prendre en charge leurs différentes situations. Ils dorment à la Belle Étoile, vous voyez les draps et autres qui couvrent des espaces qui leur permettent de se coucher la nuit et de dormir jusqu'ici. Et lorsqu'on regarde des images comme on se demande que font les organisations non gouvernementales dans ces... Que fait d'abord votre gouvernement? Oui, laissez d'abord les organisations. Vous êtes dans un pays et vous êtes sous la coupole des gens. Oui. Avant que les ONG n'arrivent, comment se fait-il que... Karine a mentionné que précédemment, ils avaient déjà été victimes d'inondations. Après, il y a eu. Comment se fait-il qu'on ne les recase pas? Je veux savoir, lorsqu'on met simplement des draps, lorsqu'il pleut, ça se passe comment? Ça veut dire que l'eau entre dans ces maisons-là. Ouais, Michel. Est-ce qu'il ne... Peut-être c'est mieux qu'ils viennent s'ajouter aux autres qui ont les problèmes avec la guerre. Peut-être là, le fait qu'on se marche dessus, qu'on se couche dessus, chacun sur les autres, ça va faire que les choses soient prises en main, ou bien qu'on répare alors c'est la digue. Oui. Voilà, dans un instant, nous allons prendre les messages avec Karine Sontia, je vous en prie. Mais nous allons vous rappeler, madame, messieurs, qu'au moment où nous parlions, bien sûr, de l'arrestation, de l'enlèvement du cardinal Christian Toumi et du fond de sort aujourd'hui. Les images viennent d'arriver. Nous laissons comprendre l'information justement que nous avons en notre possession tout de suite, c'est que le cardinal vient d'être libéré et il est en route pour Kumbo au moment où nous vous parlons. Donc la libération s'est faite, ça a été acté. Certainement, les voix qui sont élevées depuis hier et qui sont fait entendre ont donné raison à la place qu'occupe aujourd'hui le cardinal Christian Toumi dans l'espace camerounais, dans la société aujourd'hui. Donc il faut retenir que le cardinal vient d'être libéré et il est exactement en route pour Kumbo. D'ici les différentes éditions des journaux parlés sur les antennes Equinox Télévision, vous en saurez plus avec nos correspondants qui sont bien sûr dans ces différentes localités. Les messages de nos téléspectateurs, Karine Sontia, tout de suite. Oui, un message ce matin. La rigueur, Monsieur Ngachou a raison, la rigueur est de mise partout au sein de la famille, au boulot et dans la société. Notre message concernant la colère, non. Aujourd'hui, les gens laissent les séries télévisées et Facebook éduquer leurs enfants et c'est terrible. Monsieur Mbombok a raison. Ma fille me dit tous les jours, maman, quand tu m'envoies, ne me dis pas s'il te plaît. Quand je lui demande le pourquoi, elle me dit tout simplement parce que je suis ta fille et toi tu es ma mère. Manuela Lobé. Un autre message ce matin, volez autant que vous voulez, le jour où les Camerounais en auront marre, ils vont arrêter le carnage. Ma mère n'était pas à l'école, mais à cause d'elle, je ne pouvais pas fuir l'école. Laissez vos histoires là. Un autre message, les jeunes adultes aujourd'hui pensent que le monde a commencé avec eux, on ne peut plus rien leur apprendre, c'est triste. Nous tous savons que nos ministres, j'ai eu des camarades de classe dont les parents les exigeaient d'écrire la date et l'heure du cours. Chaque fils avait une montre. L'heure du début et de la fin du cours était marquée. Ne machito le simple. On s'accorde même d'ailleurs avec le surveillant général. Hein? Oui, je Il m'accorde va avec le vous surveillant appeler général. tous les jours? Oui, je Bon, m'accorde sauf si avec le vous allez général. le corrompre. Non, pas corrompre. Je vous m'accorde lui avec le envoyez surveillant du général. crédit et tout Je m'accorde ça. avec le censeur. Je me rassure que mes enfants sont à l'école. Il est mes yeux et mes oreilles dans l'établissement. Mais c'est ce qu'on appelle communauté éducative. Voilà. Il y a la famille, il y a l'apprenant qui est nos enfants et il y a les enseignants. Donc, il faut que ce cordon soit nié. Il est hors de question que vous allez à Il faut l'école que ce triangle en soit début lié. d'année et que vous n'ayez pas le contact de l'enseignant de votre enfant. Impossible.
Dès le début d'année, j'ai votre contact, j'échange avec vous, je vous dis comment mon enfant se comporte, je vous dis comment ça ne va pas à la maison. Et vice-versa, maintenant on échange. Et c'est d'ailleurs le jour maintenant il y a un manquement, l'enseignant peut me revenir rapidement. Même dans les villages, l'enseignant était souvent invité par les parents. Nous, on a eu la chance quand on était jeunes que quand la rentrée démarrait, papa portait la télévision, il mettait dans la chambre. Effectivement. On apprenait sans télévision, on écoutait la radio. Le soir, quand papa venait, la seule chose qu'on regardait et dans sa chambre, c'était le journal. Après ça, chacun disparaissait. Donc les parents limitent le temps de passage des enfants devant la télévision. Merci beaucoup Charles Hamel, merci à vous. Karine, Santia, merci à vous. Merci Dominique Audrey, Engelek, Bengan. Je vous souhaite justement à tous de passer un très très bon week-end. Non, je vais dans le sud, monsieur Michel. Dans le sud? Je vais dans le sud. La route est bonne? Au sud, Cameroun.